Il fait chaud, bonjour, bienvenue à l'écoute de Happy Hour numéro 106. Servez-vous donc une boisson glacée, je m'appelle Marc, on enregistre cette émission au cœur de la canicule de juin 2026 avec mes copains les plus bouillants. Salut Alexandre et Jean-Victor. Salut, j'approuve pas du tout cette intro. Non mais c'est pas mal que tu dates parce que si on l'écoute en décembre, on se dit pourquoi il fait chaud, non? Complètement con celui-là. Si, on a bien chaud. On pourrait d'ailleurs vous vendre un podcast qui rafraîchit, mais on va en réalité faire monter la température de quelques degrés. On va vous parler des hommes qui aiment aller transpirer à la salle pour cultiver leurs abdos même en pleine chaleur. On va aussi parler genre et sexualité et peut-être même, éloigner les enfants, d'orgasmes prostatiques. Et tout ça, on va le faire grâce à l'excellent film d'animation du studio Bobby Pills, Jim Quinn, qui est en salle depuis quelques jours, et on va le faire avec l'un de ses scénaristes. Bonjour Simon Balto. Salut, bonsoir. Merci d'être venu nous parler de ton travail alors que tu pourrais être confortablement installé dans un frigo. C'est vrai, mon frigo n'est pas assez grand. On va parler de ton parcours, de la production de Jim Quinn qui est réalisée par Marco Nguyen et Nicolas Altané. Et en deuxième partie d'émission, on vous donnera quelques recommandations de choses à voir, à lire et à écouter au frais. Moi, quand j'ai vu Jim Quinn, j'ai eu la chance de voir Jim Quinn en amont du Festival de Cannes, donc il y a un petit moment déjà. Il était obligé de commencer par se la péter, tu vois, forcément. Et quand j'ai eu la chance d'assister à cette petite projection, je me suis dit que déjà c'était top et que du coup il fallait absolument en faire quelque chose. Il fallait qu'on y consacre un numéro du podcast. Donc je suis très content que tu sois des nôtres ce soir. Je suis ravi d'être là en train de boire des bières, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, quel a été ton parcours avant d'arriver à Jim Quinn? Né le 31 janvier. Non. Je suis scénariste depuis pratiquement une quinzaine d'années maintenant. Je m'appelle Simon Balto, j'aurais pu commencer par ça, tu l'as dit peut-être, bon peu importe. Et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé au début pour la télévision, où je faisais plein de trucs qui ont été très formateurs. Pas toujours de grande qualité, mais qui était très très formateur. Et petit à petit, j'ai glissé sur des projets qui étaient plus perso, où j'avais envie de travailler notamment sur les thématiques queer et raconter des histoires LGBTQIA+. Et on s'est rencontrés avec Marco Nguyen en soirée il y a 8 ans. Complètement pété, ce qui est une constante dans ma life depuis plusieurs années. Et Marco faisait déjà de l'animation et avait fait un petit clip promotionnel de 1 minute pour promouvoir les soirées qu'il organisait à l'époque, qui s'appelait les Vendredix, qui sont des grosses soirées gays à Paris. Et il m'a montré le clip. Sobre, parce que sinon ça aurait été, j'aurais moins bien vu, mais et du coup, ce qui était cool dans ce petit clip, c'est qu'il avait réussi à donner un peu une ambiance déjà vachement intéressante. Et quelques semaines plus tard, il m'a recontacté parce qu'il cherchait à développer une idée, un co-auteur, et on a commencé comme ça à travailler tous les deux sur un concept qui est devenu Jim Quinn. Voilà, et c'était il y a 8 ans. D'accord. Est-ce que du coup, tu peux pitcher le projet pour les gens qui sont passés à côté et qui ont tort de passer à côté? Alors, Jim Quinn, c'est l'histoire d'un Instagrammeur, Jim, qui est un influenceur super connu dans le milieu gay, qui est un peu l'icône sexy. Vraiment, 2 millions de followers, tout le monde le connaît dans le milieu gay. Et il y a une nouvelle maladie sexuellement transmissible qui s'appelle l'hétérose, qui est en train de disséminer tout le milieu gay, puisque en fait, les personnes queer qui contractent l'hétérose deviennent hétéros. Et ce qui est un drame pour Jim, parce que sa vie est d'être gay et il ne fait qu'aller à la salle de sport, faire la fête et avoir des plans cul. Et il va donc partir à la recherche d'un remède qui s'appelle la chloroqueer, accompagné d'un petit twink qui est son dernier follower, qui s'appelle Lucien, qui lui découvre sa sexualité et le milieu gay. Et ils vont partir comme ça dans une espèce de parcours initiatique dans lequel on va découvrir tout le milieu gay. Et quel était le point de départ en termes d'écriture? C'était une envie de raconter le milieu gay? C'était l'hétérose? Qu'est-ce qui a été le point de départ de l'écriture? Le point de départ, c'était réellement, avec Marco, le fait qu'on ne se reconnaissait pas dans toutes les
fiction qu'on voyait aussi bien en prise de vue réelle et encore moins dans l'animation où ça n'existait pas du tout. On ne se reconnaissait pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas nos vies et on avait envie de se raconter. On avait envie de se raconter avec honnêteté, on avait envie de montrer ce qu'on vivait et aussi de montrer toute la diversité et la beauté du milieu queer et aussi d'être honnête. Parce qu'il y a des choses qui sont formidables dans le milieu queer, il y a des choses qui se sont moins. Donc voilà. Et puis, on avait envie de se raconter, c'était vraiment ça le point de départ. Ok. Et alors j'ai vu que vous êtes 4 scénaristes crédités, ouais. puisque les 2 réalisateurs sont aussi co-scénaristes. Comment vous avez collaboré tous ensemble ? Très bien. C'était vraiment... Non, mais c'est rare de dire ça, parce que c'est très compliqué d'écrire à plusieurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà... j'ai fait tomber une chips par terre. Elle s'en remettra, t'inquiète pas. C'est vrai, mais je voulais la manger, surtout. On a commencé à écrire le projet avec Marco. Il a le développé pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. C'était censé être une série. Pour une grande plateforme connue qui nous a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Et ensuite, notre producteur, David Alric et aussi Arthur de l'Abbaye, on dit tiens, si on en faisait un long métrage. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont présenté ces 2 gars, donc qui sont Brice Chevillard et Nicolas Attané, qui sont atteints depuis leur naissance d'hétérose sévère. Incurable pour le coup. Incurable. Et pourtant, on a tout essayé. Vraiment tout. non, mais ils nous ont accompagnés. C'était super chouette parce qu'ils nous ont accompagnés dans toutes nos soirées. Ils ont vraiment découvert le milieu avec beaucoup de curiosité et de sympathie. Il y avait un vrai respect mutuel pour nos vies très différentes. Et on a commencé à écrire comme ça à 4. Brice et moi, on aime bien dialoguer, donc on a pas mal dialogué. Et ensuite, on faisait un peu des ping-pong. On travaillait en binôme et puis on présentait à 4 et on faisait pas mal de lectures aussi. Ça, c'est intraitable. On fait une lecture. Alors, il faut aussi un peu muscler son jeu de comédien, sinon les blagues elles passent pas. Donc c'est un double challenge. Et voilà, on a écrit comme ça. Et ensuite, pour la petite anecdote, parce que c'est quand même pas anodin, pour une question de budget, on a dû couper le film de 20 minutes alors qu'il était terminé il y a quelque chose comme 2 ans et demi, 3 ans. Donc du coup, retirer 20 minutes à un film qui est écrit, c'est comme enlever un mur porteur à ta maison, c'est infâme. Et donc du coup, on a réussi à le faire. Et ça veut dire qu'on a enlevé une arche narrative, enfin on a enlevé un bout d'histoire. Et ensuite, on a passé au crible fin le scénario. En lisant chacune des répliques, et si elle ne faisait pas un 100%, elle était coupée. Donc c'était sacrément difficile et douloureux, mais ce qui fait que le scénario est assez solide. Ouais, il est béton. Ouais. Et alors justement, tu en Pose parlais. une question longue parce que je vais boire une gorgée de bière. Donc 2 scénaristes. C'est un peu bizarre de parler de ça parce que ça ne devrait pas forcément être une distinction, mais 2 scénaristes gays et 2 réalisateurs hétéros. Comment eux ils ont approché ça, les réalisateurs hétéros, et comment est-ce que tu as un peu répondu tout à l'heure, tu les as. Est-ce que vous avez fait des stages d'immersion dans la culture LGBT pour eux Est-ce que il a fallu aussi peut-être leur dire ça tu fais pas parce que c'est un cliché, c'est pas un truc qui se fait. Comment s'est passé cette espèce d'échange là? Vu la thématique du film, déjà, c'est pas bizarre de poser la question, puisque c'est vraiment, on parle. Ouais, voilà. Enfin, c'est tout à fait. On m'a beaucoup posé la question en interview de légitimité pour écrire des choses ou pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de légitimité, mais par contre, il y a une sincérité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une connaissance, et forcément. Brice et Nico n'ayant jamais passé des nuits d'ivresse avec des hommes, d'après ce qu'ils nous ont dit. Après, moi, ils ont peut-être menti. Ils ont peut-être menti. Forcément, il y a des choses auxquelles ils pouvaient pas se référer. Comme moi, je peux pas me parler de mon expérience de père de famille puisque je n'ai pas d'enfant, des choses comme ça. Mais non, ce qui était top, c'est que de un, il y avait un énorme respect de nos vies mutuelles. Et ça c'était très chouette parce qu'on avait des vies qui sont très très différentes. Eux ils sont vraiment dans un schéma voilà, ils ont chacun des enfants, ils ont une vie très organisée. Je cherche mes mots.
Marco et moi, surtout à l'époque, on était quand même en plein dans notre game de la vie gay. N'est-ce pas? J'arrête pas de la faire, elle est pas. Mais on était, voilà, on faisait beaucoup la fête, on sortait beaucoup. Mais il y a eu une vraie curiosité de leur part et beaucoup d'intérêt à nos vies. Et vraiment, ouais, ils ont été en immersion, c'est-à-dire qu'ils sont sortis avec nous en boîte. Au début, quand on leur parlait de tous ces kinks sexuels, hein, c'est comment, alors, je cherche toujours la définition du mot kink en français. Qui soit correct. C'est trip, ouais, enfin c'est pareil, c'est un anglicisme. Ouais. C'est attirance. Ouais, c'est attirance, c'est préférence. Voilà, c'est préférence. Dans le film, on aborde vachement ça. Et quand on leur parlait de ça au début, ils pensaient qu'on inventait. C'est-à-dire quand on leur parlait des je sais pas, des bears, des kiffers, des trucs comme ça, oui, ils disent, toutes les catégories qu'il y a exactement, ils disent mais vous déconnez en fait. Et donc voilà, non, ils nous ont accompagnés en soirée et ils ont été hyper curieux et hyper bienveillants. C'était super agréable. Et c'est les meilleurs alliés. Enfin, vraiment, j'arrête pas de le dire. Ils sont devenus... Limite, parfois, ils m'étonnent parce qu'ils m'apprennent des trucs, quoi. Pas les plus importantes, mais non, ils sont vraiment... genre, ils sont allés trop bien. Ils sont allés à la Gay Pride la semaine dernière d'Angoulême avec leurs enfants. Ils ont envoyé des photos avec leurs petits-enfants, avec les trucs. Bref, c'était trop chouette. Ah, tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parlais des sous-genres et de tout ce que vous avez vécu ensemble. Tout ce qui est dans le film est basé sur des vraies choses de la communauté LGBT. Donc, les Tuileries, par exemple, c'est un vrai lieu de rencontre. C'est une question. Ah oui, non, bien sûr. Alors, c'est un lieu de rencontre. C'est grave un lieu de rencontre et c'est un lieu de rencontre hyper vieux. Je crois qu'il date du XVIIIe siècle. Ok. Ouais. Et effectivement, donc le cruising pour les auditorices qui ne sont pas queer ou LGBT, c'est de la lieu en fait, ce sont une pratique de se rencontrer en plein air. Entre gays, et initialement ça vient du fait qu'à l'époque il y a très longtemps les gays pouvaient pas se rencontrer avec les applications, enfin il y a très longtemps, enfin moi j'ai connu une période sans application, donc c'était pas il y a si longtemps que ça, mais c'est le fait, voilà, vu que c'était soit illégal soit non admis, ils se retrouvaient dans des endroits qui pouvaient être les toilettes publiques ou les parcs, et les Tuileries du Louvre, enfin les bosquets du labyrinthe du Louvre sont effectivement un lieu de rencontre. Je me dis que Jim Quinn va peut-être relancer cette pratique qui était un peu perdue et que le Louvre va nous maudire. Relancer quelque chose, ouais. Mais d'un coup, il va y avoir plein de gens. C'est ce que je me dis. J'ai envoyé un mot d'excuse via un pote qui déjeunait avec le directeur du Louvre et je lui ai dit tu les présenteras mes excuses. Voilà, ou un responsable. Je sais pas si parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors c'est pas que c'est. Parce que moi, il me semble que j'ai un pote qui il y a quelques années a été et il a vu des trucs, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, c'est encore le cas, oui, mais ça c'est un peu avec. Ça s'est calmé, étant donné que maintenant les mecs se connectent sur des applications et donc ça s'est un peu calmé. Mais si, bien sûr. Enfin moi personnellement, je n'y suis jamais allé, mais je plaisante. Mais non, bien sûr, ouais. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Mais avant, il y en avait beaucoup à Paris, et il y en a de moins en moins. Ouais, les quais de Seine étaient un endroit de rencontre. T'avais plein de spots comme ça. Ça, c'est à cause d'Hidalgo. Hein. Ben, c'est possible. Ça cache Paris. Mais pourtant, non, elle les a pétonisés, tu vois, ça aurait été plutôt une bonne... C'est vrai. Moi, j'avais accueilli la nouvelle avec grand joie. Il y a moins de buissons. Donc, il y a moins de buissons, c'est vrai, il faut végétaliser les quais, en plus. C'est vrai. Pour la canicule. Il y a quand même une démarche dans le film qui est vachement d'apprentissage, en fait, pour les hétéros, globalement. Moi, j'ai appris des trucs dans le film. J'ai appris plein de trucs. C'est justement Brice et Nico qui nous ont aidés à faire ça. C'est-à-dire que Marco et moi étions complètement dans nos univers et avec nos références, etc. Et comme on avait en face de nous des mecs qui savaient pas, il fallait leur expliquer. Et quand on expliquait, et vu qu'on avait envie quand même d'offrir le film au plus grand nombre, on s'est dit tiens, ouais, faudrait peut-être justement trouver un moyen, et un bon moyen d'ailleurs, c'est Lucien, puisque Lucien, ça passe par lui en fait. Ouais. Lucien est un newbie, est un jeune gay qui arrive dans l'histoire et qui lui non plus connaît rien de rien, et donc Jim va l'emmener découvrir tout ça, ouais. Mais on a des questions en avant-première qui étaient top, des gens qui ont dit mais du coup il y a vraiment des gens qui aiment bien respirer les baskets. Et oui, il y a des gens qui aiment respirer les baskets. Et ils ont essayé depuis. Ils ont sorti leur. Je ne sais pas. Créer des pratiques chez les spectateurs. Il faut, je ne sais pas. J'espère. Si que chacun fasse ce qui lui fasse plaisir, ce qui fait plaisir.
Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, justement, que vous vous moquiez beaucoup des, je sais pas comment dire ça, des sous-communautés un peu, des Kings, comme tu disais tout à l'heure. Tout le monde y trouve un peu, il prend un peu pour son grade, et il y a une espèce d'humour un peu égalitaire où tout le monde en prend. Et en même temps, moi, j'ai vu le film 2 fois, je l'ai revu hier pour ce podcast. Je me dis quand même, vous avez été un peu gentil avec les hétéros, non ? Mais alors moi c'est marrant parce que j'ai pas du tout, on me dit souvent ça en interview, tout le monde en prend pour son grade et je n'ai pas eu le sentiment une seule seconde de m'en prendre à qui que ce soit. Okay. Alors il y a de l'humour satirique, mais la première personne de qui on s'est moqué, et moi personnellement de qui je me suis moqué, c'est de moi-même. C'est-à-dire que vraiment j'ai eu une période Gym Queen. Donc Gym Queen, c'est ces mecs qui vont à la salle de sport tout le temps pour avoir une espèce d'obsession du corps, du corps parfait, mais ce qu'ont les gays en règle générale, parce qu'on a une pression d'être in shape, voilà. Et donc Jim en prend quand même plein la tronche parce que c'est un peu un anti-héros au début et il est un peu quand même décrit comme un gros con. Donc, oui, c'est un connard. Ouais, c'est un connard. C'est un connard qui va apprendre à l'être un peu moins, mais c'est un connard et un connard que d'ailleurs j'ai. Alors un connard non parce que le mot est quand même fort. Oui, mais un peu. Non, mais je peux parler parce que j'avais parlé de moi, donc du coup, je pense pas avoir été un connard, mais j'ai fait des choses à la con quand tu rentres dans ce truc-là, ouais, tu peux faire des choses qui sont un peu connes, que d'ailleurs j'ai mises dans le film. Et donc moi, je me suis beaucoup de moi-même et moqué de moi-même, et de mes pètes au casque. Pour le reste, vu que c'est une satire. Forcément, il y a de l'humour, mais j'ai pas le sentiment de taper sur qui que ce soit, et ça serait même l'inverse. Par exemple, il y a une scène, justement celle dans Labyrinthe du Louvre, et celle avec Michel de Kiefer, donc qui aime bien respirer des pompes, que moi je trouve super jolie par exemple, et que je trouve super touchante, enfin je vais pas faire de spoiler, mais voilà, mais c'est une discussion. Peut-être toi t'as trouvé qu'on Marc a été hyper vexé sur les blagues de foot, putain. Mon expression était... C'était ça ta question, pardon. Non, mais t'as raison, mon expression était peut-être peut-être un peu forcée, mais c'est pas forcément taper sur des gens. Mais alors, évidemment, moi, en bon hétéro, j'y connais rien, mais le Kiefer, pour moi, c'était une espèce de caricature où les curseurs ont été poussés. De toute façon, tout a été poussé à son max, c'est sûr. Mais pour répondre à ta question, parce que je suis parti, c'est à cause de la IPA. Oui, on a été gentil avec les hétéros. On a testé d'autres trucs en écriture, et ça marchait moins bien. Non, ça marchait moins bien. C'était pas juste, et surtout, on avait quand même cette ligne de conduite d'être gentil et pas séparé. Et enfin, il y a une vraie gentillesse dans l'écriture de scénario. Bon. Et on voulait pas. Donc il y a plein. On a vraiment, par exemple, trouvé les symptômes de l'hétérose. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'on voulait pas tomber dans des trucs. On voulait que ce soit à la fois drôle, juste et en même temps ne pas aller coller des fausses caractérisations aux hétéros que n'auraient pas les gays. Donc ça a été hyper touchy. Et finalement, encore une fois, on se moque avant tout de nous-mêmes, quoi. On se moque de nos pètes au casque. Et il y a eu des allers-retours avec la production où vous aviez des vannes que vous aviez validées et la prod vous a dit oula, ça dans un film ça passe peut-être pas, ou à l'époque dans une série. Alors, j'imagine qu'il y a eu le plafond de verre derrière de déjà vous 4 et ensuite les mecs qui mettent du pognon dans le film et d'autres gens. En fait, non, la production nous a quand même foutu une paire royale. Faut être, étant donné que Bobby Peel sont quand même complètement, ils sont quand même complètement siphonnés. Ils font des trucs déjà de dingue depuis des années entre les Cassos, Pipoudou, Monsieur Flap. D'ailleurs, Monsieur Flap qui a été co-créé par Brice et Nicolas. Et il faut rappeler pour ceux qui connaissent pas Monsieur Flap que c'est quand même l'histoire d'un trou du cul qui tombe amoureux de sa coiffeuse. Donc voilà. Regardez ça, c'est génial. Littéralement. Un trou du cul. Oui, littéralement. Pardon, c'est vrai qu'on aurait pu. Non, c'est pas un mec qui a un trou du cul, c'est un trou du cul. Et c'est vachement joli en plus. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est pas du tout. Moi, je trouve pas ça ni vulgaire ni horrible. C'est joli. C'est une belle histoire d'amour, comme quoi. Donc il y avait déjà cette liberté de ton. Ça c'était quand même vachement chouette. Et non, ils nous ont foutu une paire royale.
c'était très chouette. Nous, on s'est parfois auto-censuré parce qu'on sentait que ça partait dans des directions qui étaient pas bonnes. Souvent, quand je dis ça, la question d'après, c'est mais donc qu'est-ce que vous avez censuré et donc vous n'aurez pas la réponse à cette question. Mais si non, par exemple, il y a des choses où on s'est dit tiens, c'est pas juste, c'est pas drôle. Mais non, on n'a pas eu, ce qui est très rare, on n'a pas eu de producteurs qui nous ont vraiment dirigés dans un sens. C'était plutôt cool. Oui, et quand The Jokers est arrivé pour la distribution, le film était fini ou pratiquement. Enfin, eux-mêmes, ils se sont pas glissés en disant non, ça. Du tout. Et non, et c'est pareil. Le Joker, ça a été les meilleurs alliés. Alors justement, du coup, ça me fait un peu enchaîner sur le succès du film. On a des petits chiffres. Le 55 267 entrées à date là où on enregistre. Quoi, c'est 5 jours après la sortie. T'es vachement bien renseigné. Tu sais déjà les. Putain, il a bossé cet après-midi. Ça date il y a 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a Les chiffres du week-end tombent le lundi à 17h. Bon, nickel. Ouais. Tu pourras m'appeler demain pour me dire les nouveaux chiffres. Si tu veux. 48 173 si on enlève les avant-premières. Ça fait sur 95 copies, donc c'est un peu des trucs un peu spécifiques, mais ça fait une moyenne de 507 personnes par copie. Et c'est 507 spectateurs par copie. À l'échelle du film, la petite distribution, 95 copies, c'est pas gigantesque. Le sujet qui est quand même un peu niche, c'est beaucoup en fait. Donc c'est un beau succès, c'est un très beau démarrage. Il y a eu beaucoup d'avant-premières qui ont cartonné. J'ai l'impression que vous êtes multipliés en France. J'ai vu partout Jim Quinn en avant-première, en présence de l'équipe, machin. Comment toi tu as perçu l'accueil du film et comment le film t'a sombré, voilà, comment t'as perçu l'accueil du film et comment le public a réagi quand tu l'as vu? Ah mais moi de dingue, moi je suis sur un petit nuage depuis Cannes. Quand j'ai appris qu'on était sélectionné pour Cannes, je me suis effondré en larmes. J'avoue que déjà ça c'est un peu zinzin quand même. Mais c'était dingue, mais surtout que le Joker nous en avait parlé il y a genre 6 mois ou 1 an, et je me rappelle très bien de la réunion où juste le mot Cannes a été évoqué. Je me rappelle que j'ai eu un petit gag de genre Cannes comme dans Star Trek, non Cannes. Non mais en mode à quel moment un film d'animation plus ça, queer passe à Cannes. Voilà, donc moi ça me faisait doucement, mais au fur et à mesure, on voyait des articles apparaître un peu comme il y a des gens qui font un peu comme des paris, des bookmakers, ils disent tiens les 100 films qui vont partir à Cannes et les 25 et les 50, et je me rappelle je les envoyais à ma maman pour me dire au moins elle saura qu'on était à ça. Donc et finalement on y est allé. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'étais d'ailleurs au Quetzal en train de boire de la tequila parce que justement, Cannes d'habitude il vous appelle avant pour vous dire si vous êtes pris ou pas, avant la conférence de presse officielle, je veux dire. Et nous le coup de téléphone a été un peu tardif, et donc j'étais sûr qu'on n'était pas pris, et j'étais en train de boire des coups au Quetzal qui est dans le film avec un pote en disant ah non c'est sûr, t'étais sûr qu'on n'y irait pas. Et là j'ai reçu le coup de téléphone et je me suis effondré en larmes. Donc premier truc de dingue. Et ensuite on avait quand même, il faut être honnête, un peu peur on a toujours peur de proposer un film, surtout avec ces thématiques-là, quoi. On avait peur qu'il ne soit pas compris. C'est pas la tournée d'avant-première avec des gens qui réservent d'eux-mêmes. C'est ça. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il y a du beau monde. Dont toi, qui étais. Moi, je l'ai vu en projection presse. J'avais pas le petit nœud papillon. Prends le compliment, Alex. Ouais. Vas-y, je prends. Et non, il est super bien reçu. Et moi, j'ai fait une tonne d'avant-premières parce que j'avais hyper envie de rencontrer les gens et de profiter de ce moment, et je me suis dit la prochaine fois ce sera probablement dans 10 ans, donc vas-y. Kiff. Ouais, grave. Et super bien reçu. Et ce qui m'a le plus étonné, oui c'est bon, la conjugaison est bonne, c'est que à la fois les gens rient énormément, et moi personnellement, le mec il est en train de s'auto-balancer des fleurs, mais j'ai jamais été dans des salles où les gens riaient autant, et ça m'a c'est super drôle. Et moi ça m'a étonné, je savais pas que j'étais aussi drôle. c'est dingue comme quoi, tu vois, revanche sur la vie, tu sais. on s'ignore. Regarde maman, je t'avais dit que j'étais marrant, je t'avais dit que j'étais drôle. Non mais ça, je balance 500 personnes d'un coup. Je balance à mon meilleur pote quand des fois il me dit elles sont nulles tes blagues, je dis non elles sont bonnes. Bref,
Ça serait un argument pour les 15 prochaines années avec mon pote. Mais non, mais ce qui m'a vachement fait plaisir, c'est les gens qui sont émus. Et il y a des gens qui sont venus me voir à la fin, qui sont venus me voir à la fin, dont un mec dont j'ai oublié le prénom et c'est bien dommage, mais je sais que je vais le retrouver, qui est venu à la fin d'une avant-première, littéralement en larmes, en me disant que ça avait évoqué des choses chez lui importantes. Et alors ça m'a démonté. Ouais, justement, je me posais la question, est-ce que toi, à l'écriture, ou même maintenant, tu t'es conscient que c'est un film qui peut être important pour certaines personnes, même certaines personnes qui vont peut-être faire leur coming out, des choses comme ça. Est-ce que tu es conscient de l'importance que peut avoir ce film pour certaines personnes ? Moi et Marco, puis les gars aussi, on avait forcément envie de faire quelque chose qui était important et qui parlait de sujets importants, forcément qu'il y avait une intention derrière. Mais de la façon dont on me le dit en ce moment, ça m'échappe un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... on reçoit pas mal de compliments, des gens qui m'écrivent sur Insta et je me fais un point d'honneur de répondre à tout le monde, ce qui me prend littéralement 2h30 par jour. Mais ça me touche vachement à chaque fois qu'on m'écrit. Et beaucoup de gens me disent ça et c'est un super beau compliment. Ouais. Mais ça m'échappe un peu. Mais j'aurais adoré voir ce film quand j'avais 17 ans, paumé dans ma province, en sachant pas quoi faire avec mes désirs. Ouais, ça m'aurait fait probablement beaucoup de bien. Comme, je pense, ça fait aussi beaucoup de bien aux gens qui sont pas du tout queer de découvrir un univers qui est pas leur et qui est assez cool. J'adore les gens qui disent à la fin, j'ai déjà vu 2-3 mecs qui ont dit ça à la fin d'une avant-première ou dans des vidéos, ça donne envie d'être pédé. Je sais pas si c'est un bon argument de vente, je pense pas. T'imagines, c'est marqué en gros sur l'affiche. Jim Queen, le film qui donne envie de... Première, voilà, c'est Première qui dit ça. Non, mais c'est cool. Enfin, moi, je l'ai revu, donc, comme je disais hier, et vraiment, la salle était hilar. Et j'ai l'impression que ça draine tous les publics aussi. Que c'est pas forcément la communauté LGBT qui se déplace. C'est pas forcément. Enfin, il y a vraiment. Tout le monde se retrouve un peu autour de ce truc-là. C'est le label Cannes. Ça attire les petits vieux. Ils se disent, il y a marqué Cannes dessus, on y va. Peut-être, ouais. Alors, pas trop à la CRO sous GT, mais il y avait des gens qui étaient tout seuls aussi. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une espèce de vibe positive autour de ça. Enfin, c'est que le début de la production, enfin de la distribution plutôt, mais j'espère que ça marchera. C'est cool. Moi, typiquement, je l'ai vu dans une salle blindée, la salle 6, très précisément des Halles, un samedi à 15h. Bon, les gens venaient un peu chercher la clim, mais c'était blindé. Et non seulement les gens étaient morts de rire tout le film, mais les gens ont applaudi à la fin. Et moi, je t'avoue, il y a eu un truc où j'ai surkiffé le film, mais ça m'a fait plaisir et ça m'a redonné un peu d'espoir dans ce pays de voir les gens se marrer devant ça et applaudir ça à la fin. Tu vois, tu te dis, effectivement, et tu l'as dit, c'est un film qui rassemble, c'est un film qui ouvre des portes pour les gens qui connaissent pas forcément d'autres sexualités et d'autres kinks. Et comme c'est fait avec bienveillance et tout, tu dis que les gens réagissent à ce point-là à ça. Quelque part, ça laisse un peu d'espoir. Tu vois, tu te dis, effectivement, les gens peuvent s'ouvrir et tendre un peu la main aux autres et tout. Et j'étais en mode, putain, vraiment, ça me fait plaisir de voir ça dans des conditions comme ça et de voir les gens applaudir à ça, quoi. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Je trouve ça géant. Ce genre de retour me vont droit au cœur, comme les gens qui sortent de la salle et qui disent ça m'a fait du bien. Juste ça m'a fait c'est de la bonne vibe. C'est un joli truc à susciter de faire du bien aux gens. Ouais. Mais tu vois, en fait, je sais pas en quelle mesure. J'imagine que c'est un petit peu le cas, mais pas non plus à l'extrême. Vous aviez quand même envie de faire un film un peu politique, en tout cas qui adresse certaines thématiques en ce moment. Et il y avait vraiment ce truc de se dire ce film-là va un peu à l'encontre de tout un tas de messages qu'on peut entendre en ce moment et qui sont un peu nihilistes, sombres, etc. En disant non mais les gars, si on se tend tous la main et qu'on s'écoute et que ça va bien se passer, quoi. Et il y avait vraiment, en fait, au-delà du cadre de la blague et de la satire gay, je trouvais que le film, et c'est ça qui m'a surpris, avait vraiment cette dimension-là de pousser les gens à s'ouvrir aux autres et à s'écouter les uns les autres. Et c'est pour ça que je trouvais ça fou de voir autant de gens se marrer devant et applaudir à la fin. Je me suis dit effectivement, c'est plus que de la satire, c'est plus que de la vanne. Il y a un truc un peu plus, tu vois, sur comment faire société et tout. Peut-être que j'extrapole un peu trop, mais j'espère que c'est vrai. J'adore, continue. Voilà, ça m'a donné espoir et ça m'a fait du bien de voir ça aussi. Non, mais c'est chouette, d'autant plus avec un concept comme ça où on avait peur quand même. Ouais. On a eu vachement peur jusqu'aux premières projections. On s'est dit... oui, il y a un monde où on se prend un torrent dans la tronche. Mais grave, et jusqu'à encore...
jusqu'à encore la semaine dernière où on s'est dit ok d'accord Cannes. À chaque fois il y avait des Mais Cannes ils sont drogués. mais c'est sûr ils étaient torchés pendant la. Non mais moi je me suis dit ça à la projection de minuit, je me suis dit il est minuit, les gens ils ont bu des coups avant, au contraire ils arrivent ils sont torchés, c'est pour ça qu'ils ont autant ri, ça va pas être la même chose à 15h et puis finalement quand le film est sorti moi j'étais encore dans mes petits souliers à attendre le shitstorm, à attendre et finalement non pas pour l'instant, donc on verra. J'allais te demander ça justement, il n'y a pas eu de shitstorm, tu t'es pas pris sur Instagram des commentaires homophobes, des gens qui t'ont c'est quoi ce film de PD Juste un J Bardella qui aurait commenté ça, mais bon. Non, j'en ai pas. Alors, j'en ai pas reçu et ne m'en envoyez pas, s'il vous plaît. Je sais pas ça. De toute façon, ça me manque vachement. M'en fous. Au pire, je ferme le compte, c'est réglé. Vraiment, c'est pas un truc auquel je tiens beaucoup. Mon compte, pas mon compte Instagram, je veux dire, pas le film. Mais non, j'ai vu des commentaires un peu à la con. Mais premièrement, pas beaucoup. Et deuxièmement, ce qui est assez géant, c'est que quand les gens balancent des commentaires à la con, t'as genre 450 personnes qui leur répondent. Derrière, Donc en fait, moi, je bouffe du popcorn. C'est géant. Et il y en a qui sont aussi beaucoup plus calmes, pertinents, intelligents que moi. Donc vraiment, je suis en mode, les mecs, vous avez tout dit. Et les nanas, vous avez tout dit. Donc non, ça fait forcément un peu chier parce que c'est des gens qui vous prêtent des pensées et des propos qui sont pas les vôtres. C'est ça qui est le plus chiant. C'est-à-dire, là, il y a effectivement ceux que j'ai vus disent des choses qui sont pas du tout, auxquelles, évidemment qu'on n'est pas hétérophobe, évidemment qu'on veut shamer personne. Enfin, vraiment. Sauf les politiques d'extrême droite. Mais bon. Ouais, oui. Bon, oui. Les fans de foot. Et non, les fans de foot, on les adore. Mais ouais, ça c'est ça qui fait le plus chier. C'est quand on vous prête des propos qui sont pas les vôtres. Et là, on se dit soit effectivement, je me lance dans des grandes explications qui ne serviront à rien parce que je pense que c'est juste des gens qui ont envie de gueuler et qui sont vraiment le principe de hater. Soit on regarde ça avec, je sais pas, on ferme le compte, enfin on ferme le téléphone et puis on va boire une IPA. Voilà. Il y en a quelques-unes autour de cette C'est table. vrai, elles sont très bonnes d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est cool d'avoir des bonnes... Enfin non. Mais on essaie de bien. C'est un film, il y a plein de refs dans le film. Est-ce qu'elles sont toutes venues à l'écriture? Est-ce qu'elles sont venues au cours? Enfin, il y a notamment une hilarante ref à La Petite Sirène, moi qui m'a fait hurler des rires. Ouais. Il y en a une, j'en sais rien, Sixième Sens, des trucs comme ça. Il y en a une à Seven qui est très drôle aussi. Ouais. Donc, est-ce que c'est des rêves quand même très années 90? Oui, tu. Mais quel âge peut-il bien avoir? Peut-être pas à cette époque-là. Oui, on a quasiment le même âge avec, enfin tous les, on nous appelle, enfin on s'auto-appelle les quatre papas. Mais oui, La Petite Sirène, c'était dès le début parce qu'on voulait justement. De là, on a grandi avec les Disney. Je ne sais pas pourquoi, mais les Disney sont aussi une espèce de truc dans le milieu gay. Mais oui, ce que j'allais dire, La Petite Sirène, c'est une icône queer. Bah ouais, mais toutes sont à peu près une icône queer. Enfin, de toute façon, dès qu'on voit une princesse, on est en mode elle est des nôtres. Mais c'est vrai que les gays sont vachement. Non, je sais pas. Vous qui êtes des hétéros, vous êtes. Enfin, genre c'est très Disney. Vous vous en foutez un petit peu, quoi. Non, moi j'adore. on aime bien, c'est vrai. Oh J'adore. my god. Ça, ouais. Non, mais il y a aimé et il y a vraiment genre aimé, quoi, tu vois. Moi, j'ai un souvenir ému de la scène de bal de La Belle et la Bête. Ouais. Ah bah dis donc, les mecs, faut se poser des questions. Non, mais nous, à la base, on est plus Buzz l'éclair, tu vois. Voilà, tu vois, c'est exactement ça. C'est plus Buzz l'éclair. Non, mais oui, cette référence-là, on voulait. Et aussi, ce qu'on voulait faire, le message un peu derrière, c'est que c'était marrant parce quand on est gay dans cette période des années 80, 90, 2000 et qu'on se construit, on ne voit aucune romance qui nous concerne. Ouais. Aucune. Bien sûr. Comme tu ne vois d'ailleurs aucune romance qui te concerne nulle part. Hein. Et donc du coup, le fait de cette façon de se réapproprier un peu ça et de se réapproprier et de se dire on a fait Petite Sirène gay avec le Lucien dans son placard et c'est tire papa. Ouais, parce que c'est un des premiers trucs qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas tellement d'équivalent encore à l'heure actuelle à Jim Queen.
Moi, il y a un film auquel ça m'a fait penser, je sais pas si tu l'as vu, qui est sorti l'an dernier, donc du coup, c'est pas très tard, et voilà. C'est Lesbian Space Princess. Tout le monde m'en parle, mais non, je ne l'ai pas vu. Qui est un film australien, pour le coup, sur la question lesbienne, qui est, en plus, qui a un peu le même point de départ, sur une princesse qui vit reclus dans Clitopolis, dans l'espace, et qui doit traverser la galaxie pour sauver sa meuf qui a été kidnappée et qui va se confronter au monde hétéro, etc. Donc il y a pas mal de petits parallèles, mais qui est dans un autre style d'humour, mais qui a aussi pas mal de refs à Rick et Morty. Je trouvais qu'il y avait un peu une idée à Rick et Morty dans Jim Queen aussi. Mm-hmm. Donc on peut faire une super soirée double feature avec Lesbian Space Princess. Mais voilà, c'est deux films qui sortent un an d'écart, donc on sait que vous n'avez pas copié l'un sur l'autre. Vous avez mis sûrement autant de temps qu'elle pour le faire. Mais c'est vrai que du coup, voilà, est-ce que finalement vous n'allez pas lancer la mode du film d'animation gay ouvertement? Meilleure chose qui pourrait nous arriver. Gay universe. J'adorerais si on peut débroussailler le chemin à tous les autres. Mais allez-y, engouffrez-vous dans ça. Il y a beaucoup de personnes queer et des artistes qui sont venus nous voir à la fin des projections en disant, parce que c'est un petit milieu aussi l'animation, en disant tiens, j'ai ça comme projet, je galère, etc. Des femmes notamment lesbiennes, d'ailleurs on a pu un peu nous le reprocher parfois dans les commentaires où il n'y avait pas assez de femmes lesbiennes, de personnes trans, toute la diversité. De un, on aurait aimé si on avait eu plus de temps de développer d'autres arches narratives, et de deux, faut pas non plus tomber dans le pendant de se dire que parce qu'on fait un film queer, on doit tout d'un coup être une encyclopédie et montrer tous les trucs, et ça on nous le dit beaucoup, enfin on nous l'a dit beaucoup, et on était un peu en mode non, en fait on a envie de parler de ce qu'on connaît, c'est notre vie, et ensuite ça empêche pas les portes, absolument pas, enfin et surtout de un, on a encore plein de choses à raconter, donc si on en donne l'opportunité, on le fera, mais surtout les autres, allez-y. Enfin, c'est un truc peut-être dont je serais le plus fier si vraiment Jim est un vrai succès commercial. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est justement de montrer aux producteurs et aux diffuseurs, in fine, et aux financeurs que y a un public. Donc allez-y, les lesbiennes, les trans, les non-binaires, tout ce que vous voulez, racontez-nous vos histoires parce qu'elles sont hyper intéressantes et que c'est le principe de découvrir des choses et de raconter des histoires qui sont perso, quoi. Et du coup, justement sur la portée du film, j'imagine que le fait de passer par Cannes et que ce soit de l'animation, ça ouvre des portes à l'étranger. Est-ce que vous savez à quel point le film est vendu pour l'instant ailleurs? Est-ce que c'est encore en discussion? Alors, je crois que je ne dirais pas de bêtises ou ne dévoilerai pas de secret d'État en vous disant que je pense qu'il est vendu en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Et après j'ai 2-3 doutes, mais je crois qu'il y a encore 2 autres pays. Mais ce que j'ai appris aussi, parce que moi je découvre tout ce milieu de la distribution que je connaissais pas, c'est que je crois que les plus gros consommateurs de cinéma en salle c'est les Français, et que du coup c'est parmi les plus gros marchés, mais que du coup c'est pas non plus des marchés gigantesques là-bas. Mais non, il y a un intérêt certain, et c'est encore en cours pour les États-Unis qui va être la grosse le gros objectif. Je pense qu'il faudrait qu'il soit doublé d'ailleurs s'il part là-bas, parce que je crois que les Américains aiment pas trop les sous-titres. Ah non, voilà. ils savent pas lire les sous-titres. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore d'infos. J'ose pas trop encore y rêver. Ça, c'est tellement, ça me paraît tellement. Enfin, on est parti de tellement bas que déjà là, moi, j'hallucine, quoi. Je voulais qu'on parle un petit peu de la prod et un peu technique. Vous avez bossé à 4, les 4 papas, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as mis un peu le nez dans la partie animation, production, réalisation, tout ça? Absolument pas. Non, je suis... alors, c'est-à-dire que je suis resté toujours en communication permanente avec Marco, Nico et Arthur de l'Abbaye, dont vraiment je salue le travail. Est-ce que vous entendez ce petit pchit d'IPA? C'est dommage, parce que je me pose à quel point les micros sont sensibles. Voilà, je vous donne une ambiance. Là, ils ont dû entendre, c'est sûr. Ça ouvre des bières. Donc, on va avoir des réponses de moins en moins pertinentes au fur et à mesure. J'adore. Les auditeurs ont l'habitude, J'adore, je trouve ça génial. Ça me fait penser aux recettes pompettes. J'aurais adoré faire les recettes pompettes, genre fantasme, ils ne font plus. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil. La production, oui, c'est ça. La réalisation, tout ça.
Non, oui, et puis j'étais en train de saluer le travail d'Arthur Delabey, qui était notre producteur, donc avec David Alaric, mais vraiment Arthur a été notre référent pendant ces 8 ans, et j'étais beaucoup en communication avec lui pendant cette période de production, et on échangeait sur plein de choses, comme on a continué à échanger jusqu'à maintenant, en fait, sur la promo, etc. Mais non, vraiment, les réals et les techniciens, etc., c'est vraiment, et les artistes de cette partie-là, c'est vraiment Marco et Nico, et les centaines d'artistes qui ont bossé dessus. Mais parfois, j'avais des petits, il y avait des petites discussions, voilà, des petites discussions. Typiquement sur la création graphique, on parle d'un film d'animation. Est-ce que tu as eu ton mot à dire lors de la pré-production où ils ont établi le design des personnages, la direction artistique, genre je sais pas, le décor du nightclub ou des choses comme ça? Est-ce que là, tu avais quand même un regard? Alors, de toute façon, il y avait une volonté, par rapport au décor spécifiquement, il y avait une volonté de représenter concrètement ce qui existait. Donc, déjà dans le scénario, le Rosa Bonheur, le Quetzal, le Louvre, et c'était déjà des choses qui étaient assez orientées. Donc ça, ensuite, ils ont juste suivi pour le design des personnages, non, pas du tout, parce que Marco avait déjà et Nico avaient déjà leur orientation. Le casting, un peu. Je me rappelle que j'étais la réplique de Alex Ramirez, et je dis, quand il a passé son casting, et je dis, je me rappelle, parce que cet enfoiré, quand je lui en ai parlé la dernière fois, il m'a dit, je me rappelle plus. Alors que j'étais mais tellement bon comme réplique. D'ailleurs, ils ont hésité à faire appel à toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont hésité à faire appel à toi pour les autres. Mon agenda était trop plein. Mais ouais, non, le casting, pas mal. On a eu de grandes discussions au casting, ouais. Moi, j'avais justement une question là-dessus à Alex Ramirez, Jérémy Gillet, et qui a eu l'idée d'amener François Sagat dans le rôle de Pavel? Alors, c'était un peu... Il y avait une évidence de François Sagat, et Marco le connaissait. Est-ce que tu peux dire aux gens hétéros qui est François Sagat? Alors, François Sagat, que j'embrasse, c'est l'acteur iconique porno gay. Voilà. Moi, j'ai grandi avec François. François. Voilà. Et enfin, j'ai grandi. On a peu différentes d'âge, mais en tout cas, oui, une partie de mon éveil sexuel s'est fait avec François. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que maintenant, c'est un pote que j'ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Donc, c'est vraiment. Est-ce que du coup, il faut rencontrer ses idoles? Grave, parce que c'est devenu un ami, quoi. Donc mais j'ai complètement j'ai complètement dissocié. C'est très rigolo. Je lui ai dit d'ailleurs, enfin il y a François Sagat l'acteur porno, et François Sagat l'ami, et ce ne sont pas les mêmes personnes. Genre vraiment, c'est pas les mêmes personnes. Et donc du coup ouais, on était très contents de l'avoir, et je tiens à souligner d'ailleurs que c'est une bête de comédien. C'est une bête de comédien. Il est super fort, François. En plus, il a vraiment regardé des films pour son jeu d'acteur. C'est un casting avant l'heure. Oui. Mais exactement. Mais non, mais tu vois, c'est marrant parce que les acteurs porno sont aussi vachement stigmatisés, même quand parfois ils font plus de porno, et c'est aussi d'ailleurs la preuve aussi du fait que je vois pas la même personne quand on est en train de boire des bières que ce que je voyais quand j'étais plus jeune. Et là, il a fait un travail de composition de dingue avec ce Pavel, de ouf, avec aussi beaucoup d'autodérision, parce que le personnage de Pavel, faut quand même l'accepter, quoi. Une poupée gonflable, idiot, enfin bref, donc il y allait à fond, il a vraiment joué le jeu à la perfection. Et moi, je trouve Alex Ramirez particulièrement réussi aussi. Bien sûr. Il joue Je le connaissais en tant qu'humoriste, je savais pas très bien ce que ça allait donner côté comédie, et en fait, il est vraiment super, ouais. Dans les intonations, le jeu, vraiment super fort, donc bravo à lui. Ouais, je crois qu'il s'est beaucoup amusé. Il s'est beaucoup amusé, et je crois qu'il a... c'est pareil, tout à l'heure on a échangé, je pense que vraiment il a eu une bonne connexion avec Jim, ce personnage-là, ouais. Ok. On n'a pas parlé de la mère du héros. On a un petit peu évoqué la politique tout à l'heure, et j'hésitais à m'engouffrer là-dedans, mais j'ai quand même envie qu'on en dise un mot. Christine Bayer... Bon, tout le monde a compris que c'était basé sur Christine Boutin, probablement Bayer, parce que c'est une entreprise maléfique. Moi, elle m'a fait aussi penser à Elisabeth Borne.
d'un point de vue physique. Mais est-ce que je vais chercher un peu loin? Alors physique, grave, pas du physique. Pas du tout. Pas du tout, Enfin, ok. en tout cas, moi, de ma absolument pas de borne dans. C'est plus sur le Christine. côté physique. Ah avec ouais, mais je sais pas pourquoi ou genre j'ai Elisabeth bugué, Borne, mais elle est pas très grande et. c'est plus sur le côté. Je me souviens. Le visage, Le peut-être. visage, ouais, un truc comme ça. Bon, Juste parce qu'elle est vieille, c'est ça? Ouais, enfin, Ça, c'est bon, c'est de bref. l'agisme. Mais non, je crois vraiment qu'il y a zéro Ok. Elisabeth Borne dans Christine Bayer. Mais du coup, l'inspiration, c'était bien de caler un personnage de droite, pour dire les choses. Juste de droite? Elle a été inspirée d'une politicienne et vous ferez vous-même vos analyses, mais je pense qu'on va pas aller très très loin. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que moi j'ai un souvenir très très fort et assez douloureux quand j'étais un jeune ado qui était en train de se chercher dans mes Ardennes natales, entouré de zéro représentativité, enfin vraiment Pomax quoi. Et là, on est en train de se construire et c'est douloureux et on se sent absolument monstrueux. Et là, il y a une personnalité politique qui brandit une Bible à l'Assemblée nationale en pleurs et il faut se prendre ça dans la tronche. Et qui fait des malaises. Et qui fait des malaises, Ouais. ouais, parce qu'on veut passer un truc qui s'appelle le Pax, qui aujourd'hui est quand même, d'ailleurs, aussi bien pour les hétéros que pour les homos, un truc super bien. Ah, trop bien. Mais à l'époque, ça a fait débat et c'est d'une violence dingue. Et on n'a pas les forces, on n'a pas la force à cette période-là. Il faut aussi penser à ça. Il faut aussi penser que On n'a pas la parole. on n'a pas la parole, on est petit, on est fragile, on est paumé. Et c'est des souvenirs qui, quelques années derrière, beaucoup d'années derrière, marquent. Comme moi, la manif pour tous qui défilait sous mes fenêtres. Mais Un papa, une maman. Mais ouais, ouais. quoi. Mais ouais, avec toutes les gens à qui on donnait le micro et qui disaient des horreurs. Il faut se le prendre dans la tronche, quoi. Donc, on a répondu à ça sous des traits d'humour en plus. Et puis, on n'était pas super méchants parce que Christine Bayer, faut quand même le rappeler dans le film. Avant tout, c'est une maman aimante, quoi. Ouais, tout à fait. Elle aime pas bien son fils, mais c'est une maman aimante. Donc, je trouve qu'on a été relativement soft. Mais du coup, c'est aussi intéressant parce que à la fois, c'est un personnage un peu horrible, et comme tu dis, une maman aimante. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui ont dû se retrouver un peu là-dedans, dans la place du héros et sur l'aspect coming out, etc. C'est hyper représentatif, en fait, ce que vous avez fait. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait sur ce sujet-là, c'est une de notre productrices qui est venue me voir et on ne se connaissait pas encore beaucoup. Elle est arrivée sur le projet il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et elle est venue me voir et elle m'a dit en gros que Christine Bayer, c'était sa mère. Et que du coup, elle nous remerciait d'avoir aussi mis ça en lumière. Alors, quand on connaît l'histoire, je me suis dit, oh, d'accord, ok, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Moi, j'ai des tonnes de copains qui ont vécu des choses assez similaires, hein. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai énormément de chance. J'ai des parents super intelligents et aimants qui ne m'ont jamais fait vivre cette horreur. Mais quand on commence dans la vie avec ce genre de retour sur soi, on a quand même un sacré boulet au pied à devoir gérer. Donc, ouais, je pense que ça peut peut-être aider des gens qui vivent ça. Ouais, peut-être que ça aidera des jeunes qui feront leur Kamehameha, puisque c'est une référence à Dragon Ball. Mais bien sûr, non, mais c'est une grave. Il y a une vraie ref à Dragon Ball à ce moment-là. Il y a bien sûr. C'est la ref directe et ce que j'adore dans cette scène où j'en dirai pas plus pour pas spoiler mais c'est que souvent les gens applaudissent et moi cette scène où les gens applaudissent ça me touche beaucoup. Donc oui, mais référence à Dragon Ball Z, bien sûr. En parlant de référence, moi j'en avais une question. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que les Gym Queens existaient. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Et c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais... Le terme de Gym Queen, ouais. C'est vraiment le gym à la base, c'est écrit avec un G. Ouais. Donc c'est vraiment les reines de la salle de sport, quoi. Parce que moi, ça mais m'a vraiment fait penser à une l'étymologie. vanne
Alors, je sais pas s'il y a une ref là-dedans ou pas. Une vanne qui vient d'une émission des Nuls. Où à l'époque, c'est quand ils faisaient Les Nuls, l'émission, ils présentaient un faux plateau de télé. Et t'avais Chantal Lobby qui disait à Alain Chabat tous les jours, je fais 30 minutes de gym. Et là, t'avais un mec surbaraqué qui arrivait derrière avec un avec marqué gym. Je connaissais pas cette vanne. GIM. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une référence au nul ou pas du tout? Non, parce que c'est un terme internationalement reconnu. Ok. Donc, c'est déjà la référence. Ah oui, non, au nul. c'est pas nous qui l'avons créé. Ouais. C'est vraiment Jim Quinn, c'était vraiment la référence mondiale. Ok. Comme il y a aussi Jim Rat, mais qui est cette fois-ci pas spécifique au gay, alors que Jim Quinn c'est quand même plus le milieu gay. Mais et ensuite on a juste pris et changé le J en un G. Ouais. Moi qui suis un peu dyslexique, je suis très content d'avoir réussi à faire ça parce que souvent je m'emmêle les pinceaux. Donc, mais non, voilà, c'est là d'où ça vient. Mais étymologiquement, vraiment, je sais pas. Non. Mais donc, peut-être qu'il y a une ref au nul ou peut-être que les nuls ont fait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, à mon avis. Mais je ferai des recherches. Tiens, je te dirai. Tu disais tout à l'heure que pendant l'écriture, si j'ai bien suivi, vous aviez coupé 20 minutes de l'histoire. Oui. Est-ce qu'on peut un peu en savoir un peu plus? Bien sûr. C'est l'arche narrative de Nina, qui est la meilleure amie de Jim. Okay. Et on avait envie de lui donner une place super importante parce qu'on l'aimait beaucoup et qu'on trouvait que cette meilleure amie de mec gay, il y a plein de choses à raconter. Et du coup on a été obligé de et puis il y avait tout un truc avec la romance potentielle de Jim qui était en train de devenir hétéro et Nina qui aimait bien son Jim et en même temps c'est son meilleur pote, donc il y avait toute cette complexité du truc. Ils finissaient même par coucher ensemble et elle se rendait compte que c'était un mauvais coup et vraiment c'était un truc et après ils voulaient un pavillon, un machin, enfin bref plein de trucs comme ça et on a été obligé de la couper. Ça a été infâme, ça a été super dur de couper cette arche narrative parce qu'on la trouvait super intéressante, mais c'est la seule qui ne pétait pas l'ensemble. Et c'est là où on se rend compte que vraiment, et c'est ça dont les gens peut-être se rendent pas compte quand on fait du scénario, c'est que chaque ligne est une ligne aussi dans un tableau Excel qu'est le budget et auquel il faut rajouter en plus effectivement la cohérence de l'ensemble, tous les trucs. Enfin, c'est un puzzle, c'est hyper technique un scénario et c'est le seul truc qui fonctionnait. Donc on a dû couper ça et c'était vraiment douloureux. Et vous l'avez coupé à l'écriture, donc il n'y a pas eu d'anime, de storyboard. Ah ben non, il n'y avait pas de moyen de faire de l'anime. Très en amont, ouais. Bien sûr, ce film a été fait avec 5 millions. C'est ce que j'allais te demander, 5 millions. Ouais, c'est rien du tout pour un film d'animation. Pour les gens qui nous écoutent, un film d'animation en France, à la louche, c'est 9-10 millions pour un film d'animation. Je ne parle pas d'un Pixar qui doivent être à 180. C'est 30 millions un Pixar à peu près. Donc non, c'est beaucoup plus. Non, les Pixar, c'est des budgets de quasiment de blockbuster. Mais ouais, 5 millions, c'est 3 fois rien et ça se voit pas. Et ça se voit pas en plus, pas du tout. Alors, ils ont fait un tour de passe-passe et un coup de maître sur le fait que ça se voit pas. Je sais aussi qu'il s'est passé un truc et c'est pour ça que aussi je veux rendre hommage parce qu'il y a 3 boîtes le travail a été diffusé en 3 ou 4 4 lieux de production. Il y en avait en Belgique, à Angoulême, à Paris, Montreuil et aussi sur l'île de la Réunion. Et je sais que le projet est un peu devenu le chouchou de tous les artistes animateurs qui bossaient dessus et je sais qu'il y a eu beaucoup d'heures sup et beaucoup de gens qui se sont vraiment dit « Ah, attends, il est cool » et je me demande jamais ça n'a pas probablement d'ailleurs joué sur le résultat final. Les gens se sont vraiment émis du cœur. Donc, mais effectivement, c'était donc du coup absolument aucun moyen pour avoir des scènes résiduelles qu'on n'utiliserait pas quoi. Non, là chaque question de est-ce que ça pourrait popper dans un DVD, un truc, mais pas du tout évidemment. Non, chaque le film était déjà validé au storyboard, verrouillé. Ouais, chaque trombone a été utilisé à bon escient sur Jim Quinn quoi, vraiment. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu regardes un peu la représentativité queer dans l'animation? Est-ce que tu fais un peu attention à ce qui sort, à ce qui se dit? Est-ce que tu regardes un peu des séries qu'on t'aurait vendu avec de la représentativité? Ou c'est pas forcément un sujet? Je regarde la représentativité en règle générale dans toutes les productions, puisque j'étais en recherche constante pendant toute ma vie, de me retrouver... moi, par exemple, mon éducation dans ce domaine-là a été faite quand j'étais jeune ado par Arte, qui était la seule chaîne de télévision à
à mettre en avant des films queer, notamment avec les films de Téchinet. Je pense aux Oiseaux sauvages, par exemple, que j'ai vu quand j'étais ado, au film de Sébastien Lipschitz. J'arrive jamais à dire son nom correctement, c'est comme ça qu'on dit, Lipschitz. Avec Presque rien, ou son court-métrage La petite robe d'été, je crois que je me trompe pas dans le titre. J'allais même jusqu'à regarder des trucs d'arrêt d'essai, toujours sur Arte, très tard la nuit. Je me rappelle notamment avoir vu Sleep d'Andy Warhol, qui est en gros un mec qui dort pendant 8 heures, mais sauf que c'est monstrueusement érotique, et j'étais fasciné par ça. Ça dure 8 heures? Ça dure, 8 heures. Et t'as regardé les 8 heures? Je pense que j'ai dû regarder les 8 heures. Je pense que j'ai dû regarder les 8 heures. C'est à l'époque où on m'avait autorisé la télévision dans ma chambre. C'était assez tard. Je devais avoir genre 14, 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Puis j'avais ma chambre dans le grenier. Enfin, c'était pas un grenier, mais c'était à manager. Mais bon, bref, peu importe. Mais donc oui, non, je suis toujours à la recherche de ça. Pas particulièrement plus que ça dans l'anime. Mais après, moi, je suis pas spécialisé anime. Jim Queen, c'est mon premier film d'animation. Je serais ravi d'en faire d'autres, mais je serais aussi ravi de faire de la prise de vue réelle. Donc voilà. Et justement, à l'écriture, le fait, tu savais que ça allait devenir de l'animation. Est-ce que ça a libéré une certaine folie dans la mise en scène, en disant on peut concevoir des scènes un peu plus folles que d'habitude parce que c'est de l'animé, donc ça va coûter entre guillemets moins cher que si j'en faisais en vrai, ou est-ce qu'au final ça n'a rien changé pour toi l'écriture? Eh ben, j'ai été vite calmé. Parce que je me suis dit justement, moi j'ai commencé en faisant de la scripted reality, qui étaient des choses donc qui passaient il y a quelques années sur France 2 ou sur TF1, genre le vas-y dis-le. Non, je voulais savoir ce que c'était justement. Je croyais que tu avais bossé avant. Parce que souvent j'ai bossé sur plein de choses avant, mais vraiment quand j'ai commencé, c'était avec la scripted. Truc voisin, je sais pas. Exactement, you got it. Donc il y avait effectivement. On dit le titre parce qu'on n'a pas entendu le titre. Alors j'ai commencé avec Le jour où tout a basculé, et ensuite sur Petit secret entre voisins. Petit secret entre voisins. Ouais. Pour la petite anecdote, ils en ont tourné un en face de chez mes parents quand il y a une dizaine d'années. Eh ben écoute, moi j'en ai tourné dans 2, j'en ai joué dans 2 même. Ça m'a fait des cachets intéressants. Enfin intéressants, c'était pas grand chose, mais à l'époque ça dépannait bien. Et j'en ai écrit beaucoup. Et ce qui était vachement formateur avec ça, c'est qu'il y avait tellement pas de budget que tout était fait. C'était un 26 minutes tourné en 2 jours avec un micro-budget, donc autant dire que voilà, t'avais les comédiens. À regarder, c'est exceptionnel. Et les gens adorent, c'est ça qui est rigolo, on en parle encore beaucoup. Mais ça apprend justement à ce question de budget. C'est-à-dire que je me rappelle que j'avais écrit une scène où une serveuse arrivait dans une scène de dispute et faisait tomber son plateau avec ses verres dessus. Et j'avais reçu un coup de téléphone de la prod en disant alors par contre le plateau, il va falloir qu'elle le pose parce que si jamais les verres tombent, il va falloir les nettoyer, refaire des nouveaux verres, enfin des trucs tout classiques, tu vois, et qui coûtaient je pense à peu près 30 balles. Sauf que là ils n'avaient pas le budget, donc là la serveuse posait son plateau et faisait attention de ne pas les casser. Mais donc du coup directement on intègre que tout est un budget. Donc, j'ai commencé comme ça dans la prise de vue réelle. J'arrive dans l'animation, je me dis, comme tu m'as posé dans ta question... Page blanche, on y va. Mais grave, mais genre, je fais une scène de concert de malade. Je m'en fous. Et en fait, j'apprends que dans l'animation aussi... Il y a un peu. Mais moins, genre, une scène de concert de foule, par exemple, ça veut dire que toute la foule doit être animée. Oui, et ça coûte une blinde. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec Nicolas Attané, un des co-réalisateurs, où je sais plus, je voulais, je sais pas c'était quoi comme connerie, mais je voulais animer un personnage avec un œil, une espèce de... Je sais pas si c'était un œil de verre ou pas, mais en tout cas un œil qui bougeait comme ça constamment. Il m'a dit non mais ça va être chiant. C'est exactement. Mais c'est chiant, ça va être hyper cher, etc. Donc j'ai appris à faire gaffe aussi à ça dans l'animation, parce qu'il y a vraiment des trucs où l'animation coûte super cher, plus cher que la prise de vue réelle. Ah ouais. Ouais. Je pense à temps égal, les petits films d'animation sont plus chers que la prise de vue réelle. Comme quoi, Petit secret entre voisins, ça t'a vachement servi en fait. Mais grave. Mais moi, j'ai aucun problème. Il y avait des potes qui m'avaient conseillé d'écrire sous pseudo. Et moi, je suis super fier de ça. Et je me bats parce que vraiment, et c'est pour ça que j'en parle là, parce que quand j'ai commencé avec ça, on m'a dit premièrement que j'étais pas scénariste et donc que je pouvais pas écrire. Ensuite, j'ai réussi à faire d'autres choses, mais je faisais de la télévision et donc on me dit mais télévision, tu pourras jamais faire de cinéma. Maintenant, je fais du cinéma, mais je sais aussi qu'on risque de me dire non mais attention, c'est de l'animation, tu pourras pas faire de prise réelle. C'est tout, faut le savoir, mais du coup, je ne renie absolument rien de tout ce que j'ai fait. T'as fait quoi en télé avant? J'ai fait pas mal d'unitaires. Et voilà, j'ai fait ça, des unitaires. J'ai fait aussi de la création de séries qui sont allées. C'était assez frustrant, ça, jusqu'au stade pilote. C'est le stade le plus
con le stade pilote, c'est-à-dire que le truc est validé par la chaîne, tout part avec des feux verts et on tourne un premier épisode qu'on voit qui existe avec des comédiens et ensuite la chaîne dit je suis pas sûr. Voilà, en gros. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur Jim Quinn ou est-ce qu'on avance un petit peu dans ce podcast, les amis? C'est vachement bien, Jim Quinn. Ouais, c'est super. Moi, j'espérais de bouffer les mini-burgers et les radis. Je ne pourrais pas. Et pendant ce temps-là, ces enfoirés sont en train de vider les plateaux, descendent. Et moi, je parle. On alpague les gens, en fait, on bouffe devant eux. Plein de bagels. Avant de basculer dans la bagels. deuxième partie du podcast, j'ai encore des petites questions rapido. Laisse-le manger un peu, vas-y. Pose une question de 3 km. Alors, c'est un peu long, donc tu peux grignoter quelque chose. C'est le festival d'Annecy, en ce moment, quand on enregistre. Marc pleure de ne pas y aller. Normalement, on était censé y être avec Alexandre. Il se trouve qu'on est coincé à Paris pour tout un tas de raisons. Enfin, c'est pas très intéressant, mais on voulait aussi, en partie, faire un podcast sur un film d'animation aujourd'hui pour faire produire un petit peu du contenu sur Annecy. Et il se trouve que chaque année à Annecy, nous, avec Alexandre, on allait tourner des petites vidéos, on allait rencontrer des réals, des scénaristes, des gens qui font de l'anime, pour leur demander ce qu'ils regardaient comme dessins animés quand ils étaient petits. Et pour boucler cette première partie, je voulais te poser ces questions-là. Et je voulais savoir, c'est quoi le premier dessin animé que tu as vu, dont tu te souviens, quand tu étais vraiment tout jeune? Alors, le premier, je ne saurais pas répondre, mais il y en a qui m'ont vachement marqué. Ouais. Premier souvenir, quoi. Alors, il y en a un qui m'a vachement marqué, ça s'appelait Clémentine. Absolument. Mais c'était une avec pépite. C'est dramatique à fond en plus, Clémentine. Pépite. C'est un dessin animé japonais des années 80 avec une jeune fille handicapée, si exactement, je dis pas de bêtises. Qui est dans un... Alors, détendez-vous. Mais non, mais c'est vachement beau. En fait, elle est handicapée, elle est effectivement... Il y a une dimension fantastique. Elle est handicapée moteur et sur un fauteuil roulant et elle monte dans une bulle et elle se déplace comme ça dans une bulle. Je ne saurais pas le pitcher correctement, mais je me rappelle qu'il avait été... Tu rigoles. Vraiment... Il se marre. Ah, c'est vachement... Mauvaise personne. Ouais, sûrement. Ah ouais, une mauvaise âme. C'est vachement bien, Clément. C'était hyper touchant, c'était hyper beau. Il y avait les Cités d'Or qui était aussi un truc hyper beau. Et il y en a un, je sais que c'est évidemment... Alors moi, dès qu'on pose une question pour une référence, c'est la damnation de ma vie. J'oublie la référence. Et tu sortiras d'ici, tu l'auras direct. Exactement, mais on va le retrouver ensemble parce que je suis sûr que vous avez la culture G. C'était un long métrage fantastique où il y avait notamment un passage où tu avais des gens qui étaient transformés par une espèce qui avaient des têtes et des trucs un peu bizarres. Je vais réussir à me reconcentrer parce que là c'est la deuxième IPA qui parle. Je sais que c'est une production française, me semble-t-il, dans un univers futur. Je vais la chercher. Je vais vous laisser raconter un truc et je vais enlever mon mode avion et je vais la chercher. C'est pas la planète sauvage ? Qu'est-ce qu'il y a ? La planète sauvage ? Mais je vais regarder, je sais, mais c'est ça. Il me semble que c'est pas Gandhar. C'est possible, Gandhar, ça vous dit un truc ou pas ? C'est quelque chose, ouais. Attends, je vais la retrouver. Vous aussi qui nous écoutez, bon, c'est pas en live, mais vous pouvez. Mais bam, c'est Gandhar. J'ai pas osé le sortir parce que j'avais peur de dire Gandalf et d'avoir l'air d'une truffe. C'est Gandhar. Alors Gandhar, c'est un film qui date de 1987 mais qui m'a genre retourné la tête. Ouais. Je ne connais pas du tout. Il faut absolument le regarder. Il est ouf. Ok. On mettra des références dans la description du podcast pour que les. En même temps, quand je vois les visuels, ils ont un peu le même style de visuel que Clémentine. Non, Clémentine c'est complètement différent. Okay. Alors je le pitch quand même parce que c'était dur à pitcher. À Gandhar règne la paix et où la pauvreté est inconnue. Ce mode de vie utopique est bouleversé par des rapports faisant état des personnes transformées en pierres aux frontières extérieures. Bon voilà, c'est normal que je ne puisse pas le pitcher quelques années plus tard, mais c'était une pépite. Et je crois d'ailleurs que c'est une pépite dans le monde de l'animation. Mais ouais, des choses comme ça. Il y avait Olive et Tom, j'étais un peu amoureux d'Olive et Tom aussi. Ouais. Et justement, quel spectateur de dessin animé tu étais est-ce que tu regardais le Club Dorothée ? Est-ce que le samedi matin, c'était une religion le petit-déj et quelle série tu regardais quand tu étais Marc pose cette question parce qu'il le fait toujours. Parce qu'il le fait toujours. J'adore. Le pyjama et les céréales le dimanche matin. Moi, je regarde toujours des dessins animés le dimanche matin. Ah, j'adore. Mais c'est trop bien.
Moi, je trouve ça super. Moi, mes parents aimaient pas trop la télévision, donc j'avais pas accès à la télévision de façon comme ça facile. De temps en temps, il y avait des exceptions pendant les grandes vacances. Et effectivement, les grandes vacances, c'était Club Dorothée à fond, évidemment. Évidemment, avec les céréales, bien sûr. Et c'était quoi tes céréales non, pas tes séries favorites? Dragon Ball Z, évidemment. Les Chevaliers du Zodiaque, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, Tintin, ça arrivait plus tard, mais j'aimais pas du tout. Ok. J'ai pas aimé. C'est très intello, moi j'aime bien, mais c'est assez Non, mais intello, j'adorais en fait. la bande dessinée Tintin, mais l'adaptation. L'adaptation, elle me foutait le bourdon. Mais je pense aussi que c'était parce que après je devais partir au solfège parce que j'étais. Ah oui, et c'était lié. C'était Tintin, souvenir, solfège. Donc ça allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'en oublie pas? Non, j'ai dit Olivier Tom. Il y avait aussi Rad, mais c'était un peu plus tard, ça, Radma et demi. Radma et demi, ouais. Et non, mais franchement, Dorothée, elle nous a quand même bien rincé en termes. Alors, j'ai appris plus tard qu'elle les censurait ensuite. C'est ça, hein, que tout. Ouais, il y a des dessins animés qui ont été coupés, des trucs qui étaient un peu trop. Après. Ils ont aussi acheté des choses qui n'étaient pas du tout diffusables pour les enfants. Enfin, mais c'était pas séries cher. Comme Ken le Survivant, c'était pas cher. Grave. En réalité, c'est pas du tout une série pour les enfants. Du coup, ils charcutaient les trucs trop gore, trop adultes. Voilà. Non. Mais je sais pas, j'en oublie. Je suis sûr que tu. Non, dis-moi. Enfin, parce que tu avais aussi Captain. Non, tu avais. Captain Flamme, mais tu avais là dans l'espace Ulysse 31. Ulysse 31. Avec Nono, le petit robot. Absolument. Bien sûr. Qui ressort en 4K restauré. Ulysse 31 a été restauré, c'est diffusé en ce moment sur manga et ça va arriver plus tard en Blu-ray. Ils ont fait un boulot de restauration assez dingue, c'est magnifique à regarder. Du coup, puisque on disait que moi je regarde toujours des dessins animés. Tu regardes toujours les mêmes ou non? En ce moment, je regarde la saison 2 de My Adventures with Superman, qui est la nouvelle série animée Superman. Dont on a parlé dans la pierre. Et si j'en parle, c'est parce que la partie générique a été animée par Yves Ballack de Bobby Pills. Et voilà, du coup, on retombe un peu sur nos petits, tout est lié, etc. Qui est un super mec. C'est un super mec, j'adore Ballack. On l'appelle Ballack chez Bobby. Il est le bienvenu à ce micro quand il veut. Je lui passerai le message. C'est quoi ton film d'animation préféré ever? Waouh! Alors j'ai toujours vachement de mal quand on me pose ce genre de questions parce que j'ai une espèce. C'est la dernière après je te laisse Non mais tranquille. j'ai une espèce d'une crise d'angoisse en disant faut que je choisisse. Après je prends 2-3 réponses au pire. Je Mais veux pas il non ne plus. doit en rester. Ouais c'est ça. Tu sais c'est vraiment ça. Et encore une fois je vais partir d'ici. Je dis mais merde. Putain, mais c'était pas lui du tout. Merde. Bon, j'en ai parlé, donc du coup, et quand même, La Belle et la Bête, elle m'a marqué très fortement. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que le prince à la fin, il est quand même vachement moche. Ouais, Je me suis toujours il est hyper moche. Il est hyper moche. Mais moi, je pense que c'est Hyper moche. volontaire, c'est sûr. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il est moche. C'est pas possible d'avoir un talent à ce point chez Disney et de faire un personnage. Je pense qu'ils ont fait une réflexion par rapport à la beauté. Peut-être. Ils se sont dit finalement, elle est subjective, tu vois. Peut-être. Parce qu'on était tous en mode ouh, il est moche, on veut pas. Donc. D'ailleurs, il y a un montage alternatif où elle dit ça, Belle. Ah ouais. Voilà, oh mon Dieu. Transforme-toi. Donc ça, c'est pour les Disney. Il faut absolument citer un Pixar, évidemment, parce que je suis tellement fan des Pixar. Wall-E, il était quand même très chouette. Il était quand même très, très mignon. Qu'est-ce qu'il y avait des vieux Pixar? Nemo, c'est quand même aussi un truc de dingue. Du coup, je vais dire à peu près tous les films d'animation possibles et imaginables, et comme ça, ma réponse sera safe. Et mais je vais répondre ce que j'avais répondu par rapport au premier, parce que c'est celui qui m'a marqué. Et en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, parce que mon frère me l'a envoyé en lien il y a genre 1 an. Gandahar, c'était vraiment un truc qui m'a un peu retourné la tête, parce qu'il y a une poésie de dingue, et je pense que c'est des films qui sortaient aussi un peu des sentiers battus, parce que le monde de la production et du cinéma n'était pas le même, et donc les films pouvaient se permettre d'être un peu what the fuck, alors que nous on peut plus trop être what the fuck en ce moment. Je rigole parce que je suis en train de penser à Jim Quinn et je me dis c'est quand même sacrément what the fuck. Mais c'est une belle anomalie.
Mais merci. Mais en termes de scénario, tu vois, tu pouvais avoir des. Moi, je regrette un peu cette période où t'as des films complètement barrés et tu dis, mais on pourrait plus. Et tout, Ouais, enfin, tu vois, même j'ai regardé quand tu regardes des Kubrick, parfois tu te dis, mais je sais pas si on pourrait produire 2001 l'Odyssée de l'espace aujourd'hui, quoi. Tu dis, t'as quand même des trucs, tu dis, ouais. Et c'est dommage parce que je pense que c'est quand même c'est rafraîchissant de pas être dans ce moule très fort du commercial et qui fait des entrées. Voilà. Et je rebondis, je continue un peu très rapidement, mais si on sort de Jim Queen, on est hétéro comme nous trois, et on se dit, bon, on a envie d'un peu agrandir notre culture queer. Qu'est-ce que tu conseilles comme film queer? Alors, trois films queer à voir absolument. Alors, je dirais Paris is Burning, qui est un documentaire qui est juste une pépite. New York, années 80, scène du ball et qui est vraiment, enfin qui est hyper intéressant. Et ça me mène vers la deuxième rêve, qui est la série Pose, qui est justement inspirée de ça et qui est vraiment très très chouette. Et ensuite, si on veut taper dans du français, alors j'ai déjà parlé des films de Téchinet et des Roseaux Sauvages, qui est très chouette, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, je dirais Les Nuits Fauves de Cyril Collard, qui est quand même que j'ai regardé beaucoup trop jeune, et voilà ce que ça donne. Mais qui parle bien aussi des années de l'épidémie du VIH/SIDA et de toute la culture queer. Et je peux pas non plus pas parler des films de Lipschitz, qui sont quand même très très chouettes, y compris ses documentaires. Il fait des documentaires de dingue. Moi, j'ai vu que Petite Fille, je crois. Petite Fille, ouais. J'ai vu Petite Fille adolescente, qui sont vachement bien. Et voilà, ça c'est un peu mes films, ouais. J'ai plein d'auteurs, si tu veux, je pourrais te les dire après aussi, parce qu'il y a aussi une scène d'auteurs, enfin des auteurs gays qui ont vraiment beaucoup contribué à construire cette culture queer. Eh ben, c'est cool. On mettra des références dans la description du podcast pour les gens qui veulent s'y retrouver et voir où les choses sont diffusées. Qu'est-ce que tu prépares pour la suite? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu es en train de bosser, que tu as le droit de dire? Pas dire, non, mais... Il n'y a pas de secret absolu, mais non, moi, ce que je veux faire absolument, et autant je sais que j'ai envie d'être diverse dans ma création et de pas forcément me spécialiser dans l'animation et d'être un peu dans les deux. Mais par contre, c'est vrai que je me rends compte que j'aime bien porter des histoires queer et LGBTQIA+, et que ça, c'est un truc sur lequel ça me dérangerait pas trop de me spécialiser pendant quelques années. Et moi, j'ai des projets perso, parce que j'ai encore des thématiques qui m'intéressent. Et on réfléchit forcément, ça va un peu dépendre du succès de Jim Queen, mais étant donné que c'était une série, on a encore plein de choses à raconter. Donc, on aimerait bien faire une suite, ça serait chouette. On ne sait pas encore sous quelle forme. Mais on est en train d'y réfléchir, mais là, ça va dépendre si jamais du succès. Du succès, succès ou pas. Mais ouais, moi j'ai envie de porter d'autres histoires queer, et aussi de réfléchir à comment on les raconte, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le fait qu'un personnage soit gay, bi, personne lesbienne, enfin une femme lesbienne ou personne transgenre qui va porter une histoire. Il faut aller plus loin. Il faut se dire, ok, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte dans ta vie? Qu'est-ce que ça crée de différence par rapport à un personnage non queer, hétéro? Donc, et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'il y a plein de thématiques qui s'ouvrent d'un coup. Voilà. Donc, si les diffuseurs et les producteurs nous suivent, allons-y gaiement. C'est le cas de le dire. Très beau mot de fin. Il est plein d'esprit, ce garçon. Et s'il y a des producteurs qui écoutent ce podcast, n'hésite pas à nous écrire. On fera suivre, évidemment. Ouais. Et grave.
On va enchaîner du coup avec la deuxième partie de Happy Hour. Resservez-vous une boisson bien fraîche. Je vais pouvoir manger. Déglingue le buffet. On te laisse déglinguer la table, d'autant que je vais parler un peu tout seul. Je vais garder la parole parce que je voulais parler d'une bande dessinée. Ça s'appelle Shin Zero. J'en avais déjà un peu parlé par le passé. C'est écrit et scénarisé par des auteurs qu'on aime beaucoup ici, Guillaume Singelin au dessin et Mathieu Bablet au scénario. Le tome 2 est sorti dans les librairies il y a quelques temps. Et puis moi, si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez que je suis toujours là pour parler de Tokusatsu. Et du coup, rappelle aux gens ce que c'est. Ouais, j'allais y venir. En début d'année, j'avais évoqué une série qui est diffusée en ce moment au Japon qui s'appelle Gavan Infinity et qui est en train d'arriver à son terme. Et j'avais aussi parlé du premier tome de la BD dans une vidéo sur TikTok. Abonnez-vous à mon TikTok. Putain. Ouais. On est jeunes ici ou quoi? Abonnez-vous à mon TikTok. Pour les deux du fond qui se demandent de quoi je parle, le tokusatsu en japonais, ça veut dire effets spéciaux. Ça a par dérivé créé un genre de la culture japonaise de production où des effets spéciaux sont utilisés, et ça a donné Godzilla. Ça a donné les séries Ultraman, Kamen Rider, et ça a notamment donné les Sentai, ces héros colorés. On parlait du Club Dorothée tout à l'heure. C'était Bioman dans le Club Dorothée. Oui. Séries qui ont été adaptées aux États-Unis par la suite pour devenir les Power Rangers. Et Shin Zero, c'est une série qui se passe dans un univers de Sentai. Alors moi, quand on me l'a vendu, on m'a dit deux des meilleurs auteurs français qui font du Sentai en manga. J'ai pété un câble. Hein. C'était un peu un alignement d'étoiles dans les choses que j'aime lire. Et j'ai été très surpris parce qu'en fait, c'est du Sentai sans en être. En fait, ça raconte complètement autre chose. Je m'attendais d'ailleurs à ce que ce tome 2, que je montre à la caméra qui n'existe pas puisque c'est un podcast. Il n'y a personne qui voit ça. Je m'attendais à ce que ce tome 2 aille vers quelque chose plus proche de la structure du Sentai. Ouais, est-ce que le tome 1 était très éloigné. Le tome 1 était très éloigné. Je m'attendais à ce qu'il recolle un peu avec la structure et qu'on aille vers un truc un peu plus super-héroïque. Tu voulais de la baston, quoi. Et c'est toujours pas des robots géants, des kaijus. Je vais y venir. Parce qu'en fait, derrière cette histoire, donc en fait, ça se passe en gros, ça se passe dans un univers où le genre du super-héros japonais, le Sentai coloré qui a en armure de couleur, a été uberisé. Donc tout le monde peut se revendiquer Sentai. Et nous, la BD suit un groupe de héros qui vit en coloc, en fait, tout simplement. Et on va les voir pendant le premier tome et pendant celui-ci, on va les voir dans leur vie en colocation. On va les voir au quotidien, leurs drames, leurs peines, leurs amours. Et c'est un peu vendu comme étant des losers, mais moi je suis pas extrêmement d'accord avec ça. Et ce tome 2 qui vient de sortir... Le pitch est génial quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment hyper... C'est pas intéressant. Tu vas voir, il y a encore une dimension supplémentaire. Parce que moi, en lisant le tome 2, je me suis dit, c'est pas des losers qu'il est en train de décrire. C'est la société actuelle. Oui, c'est des gens normaux. Et c'est vendu comme des gens un peu bizarres parce qu'ils vivent en coloc et ils mettent des uniformes de couleur pour aller bastonner des mecs à la demande. Qui n'a jamais... mais en réalité, la BD, elle parle de nous. Elle parle de nous, elle parle des problèmes de la société de maintenant, de l'économie, de la politique. Et il y a l'approche, c'est là que ça rejoint un petit peu le genre Sentai. Il y a un ennemi dans la BD. En fait, par le passé, dans cet univers-là, il y a eu des monstres géants, les kaiju, contre lesquels de vrais héros se sont battus. L'époque est désormais révolue. Et désormais, les kaiju sont, d'après l'écriture, d'après le scénario de Mathieu Bablet, sont devenus des particules. Et en fait, on trouve des particules kaiju qui empoisonnent la vie des gens. Et là, on comprend qu'en fait, le scénariste, il est parti dans une direction très, très écolo et que les monstres d'antan sont devenus des particules. Et il faut penser au PFAS, à l'eau minérale contaminée, à toutes les saloperies, au cadmium, à toutes les saloperies qu'on mange et qu'on boit au quotidien. Et en fait, à travers ça, il montre un peu une société qui
qui est dépassée par les politiques qui font n'importe quoi. Il montre un peu une société qui instrumentalise qui les est- gloires d'antan. Ouais, voilà, c'est ça. Et en pour un même truc qui temps, n'existe plus, ouais. par moment, il reconnecte avec le genre Sentai. C'est vrai que dans la BD, ça tease un peu des robots géants à un moment donné. Il y a des combats. Il arrive à raccrocher le truc, mais c'est vraiment une chronique sociétale et Ça c'est a hyper l'air si intéressant. intelligent. Ça a l'air super intelligent. Ouais, c'est Vraiment. ultra bien. Et en même temps, il s'en cache pas parce que les 3 premières pages, c'est une marée noire. Et après, la première réplique, c'est qui aurait pu prédire. Ouais, c'est ce que Une j'allais dire. excellente vanne, Mais un petit sur taquet à Macron, Emmanuel Macron et à son fameux qui aurait pu prédire à un moment donné. Là, tout le monde en fait. Ça fait 40 ans qu'on vous dit que c'est le bazar. D'ailleurs, nous, on enregistre en pleine canicule. Il fait genre 3000 degrés dehors et si on sort, on fond. D'ailleurs, on rendra jamais l'antenne parce qu'ici il fait frais. Ouais. Ouais, faut le dire vite, mais ouais. Pas la même définition de la fraîcheur. Donc voilà, c'est à la fois ce qui est un petit peu dommage, mais pas tant que ça, c'est que c'est un petit peu la même BD que le premier tome. On est un petit peu dans la même écriture. Moi, je crois que j'ai préféré celui-là. J'ai préféré, peut-être aussi parce que j'avais le développement des personnages en arrière-plan. J'avais déjà lu le premier. Ouais. Et, ça donnait un peu de la densité, mais je trouve la relation entre les personnages plus intéressante. Et puis l'aspect écolo est plus marqué. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez cool. C'est sorti en librairie, il y a un tome 3. Oui, ça a toujours été teasé comme une C'est trilogie. teasé Ouais. comme une trilogie, donc Ok. il y aura un dernier acte où on espère une espèce de résolution pour que les gens soient débarrassés des particules kaiju. Mais il y a un truc, au début du livre, il y a Auteur, toujours vas-y. des petits mots des auteurs, et là, Ouais. Mathieu Pablet, il dit aux nouveaux adultes qui se prennent le monde en pleine gueule. Et en fait, c'est ça de par la BD, c'est-à-dire que tout l'enjeu pour les personnages, c'est qu'ils ont beau avoir des tenues de super-héros et faire partie d'une application, et ils ont beau lutter contre ce qu'ils peuvent, notamment, il y a alors c'est l'équivalent des Power Rangers, mais en gros, celle qui a la combinaison rose, son grand truc, c'est d'aller dans la rue, péter la gueule à tous les mecs qui sont relous avec les meufs. Ok. Sauf qu'en fait, elle devient folle au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à force de le faire, le moindre mec lève la main, elle lui défonce la gueule. Et elle se prend un peu à son jeu et elle-même, en fait, elle se rend pas compte qu'elle tombe dans un truc qui est un peu toxique. Mais en fait, c'est ce que raconte la BD, tu l'as dit, et c'est ça qui est intéressant avec Shin Zero, c'est que chaque personnage lutte pour sa survie dans une société qui est un peu devenue twistée et chelou. Et où eux, en fait, ils ont plus de repères et où, en fait, effectivement, les gloires d'antan et les modèles qu'ils avaient ne sont plus adaptés, mais ils essaient de les recoller et leur grille de lecture, elle est complètement déplacée par rapport à la réalité. Donc là-dessus, en fait, c'est pas une surprise parce que le tome 1 racontait ça, mais effectivement, c'est plus de l'évolution de personnages. Et effectivement, la question, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont clôturer le truc. Il y a un côté vrai arc de transition qui est à la fois cool parce que tu vois quand même 2-3 évolutions et un peu frustrant parce qu'effectivement, par rapport au tome 1, il n'y a pas tant de surprises que ça, surtout que le tome 1 a effectivement teasé une évolution en termes d'enjeu, d'ampleur et qu'il n'y a pas tellement. Ouais, et ça évolue pas trop par rapport au Mais en premier, fait, c'est le seul ça reproche, reste à un mais niveau super humain et de ce point de Ouais. vue-là, les personnages évoluent vachement et c'est intéressant, quoi. Donc voilà, achetez pas Shin Zero si vous voulez de la baston avec des monstres Oui, géants parce c'est qu'il n'y en pas, a pas. c'est pas je vais dire pas un du tout un manga, truc c'est pas de un manga, Sentai, mais ouais. c'est un peu un manga quand même. Mais Si, c'est Oui, un c'est un manga dans la forme, complètement un mais- manga dans la Oui. forme, mais dans Sauf que ça se lit dans le... voilà. ça se lit dans le Normal. sens Normal, occidental. ouais. Ouais. Et c'est des Français. Et c'est que des Français, ouais. Alexandre, tu l'as lu Et aussi. non, je l'ai pas terminé parce que je l'ai eu hier soir. Donc Parce que lui, il j'ai- cherchait la baston, justement. J'ai eu la moitié et quand tu m'as pitché le truc, je me dis bon allez, un truc Power Rangers, c'est des kaiju et tout, des trucs comme ça, j'adore. Et en fait non, mais du coup c'est si on te vend le truc en disant c'est plus un récit de société à travers le prisme finalement des Power Rangers, c'est assez intéressant. Ah ben moi c'est tout à fait ça qui me donnera envie et je pense que je vais l'acheter, je vais le lire parce que moi qui suis pas un énorme fan de manga, en tout cas pas au niveau des mecs que j'ai fréquentés pendant 8 ans qui sont justement tous les gens, les animateurs, Bobby Pli, etc., qui vraiment sont des super fans, donc je peux pas je suis intéressé mais je suis pas un méga fan, mais ça, cet aspect-là, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, puis Hyper je pense intéressant. que c'est une défense, c'est qu'en fait le récit est hyper accessible, même si t'as pas. Enfin, en gros, il suffit juste de connaître les Power Rangers, Ouais. pas besoin d'avoir Oui, c'est bouffé clair. 3 tonnes de tu T'as vu ça et Pacific Rim et puis ça bon. Après, ouais, même pas. Enfin, Même pas, oui, il y c'est- a des Megazords dans Ouais. Power Rangers, donc ça marche. Il y a des références, il y a une référence à Ultraman notamment, des choses comme ça, mais ça, Marc a ça- je ça- vais devant la page, je j'ai l'ai dit, pas ah capté. putain. ça reste de la niche. Non, c'est cool. C'est cool, c'est sorti il y a pas longtemps, donc je pense que
On n'aura pas le tome 3 tout de suite, on va les laisser travailler un petit peu. Je me demande combien de temps ils passent pour faire ça, combien de temps ils mettent pour faire ça. Le premier tome est sorti il y a 1 an et demi. Surtout que, par exemple, Mathieu Babelet, il a sorti une BD entre les deux. Donc, Il y en a qui et dessiné. Il y en a qui Ouais. bossent. Hein, Ouais, parce que c'est moi, c'est 8 ans généralement. Dans l'émission précédente, on avait reçu Alex Alice, le dessinateur du Château des Scénariste, Étoiles, qui a sorti un manga qui s'appelle Les Chants du Cygne Noir. Et il disait au Japon, un manga, l'apparition régulière d'un manga au Japon, le rythme d'un dessinateur japonais, c'est 20 pages par semaine, ce qui est monstrueux, hein, c'est complètement zinzin. Et lui, Alex Alice, pour les chants, il arrivait à en faire à peu près 5. Ce qui est déjà beaucoup aussi, parce qu'il a un rythme à tenir et son éditeur veut que... Mais moi, je ne les fais pas les 20 pages par semaine en scénario. Donc, c'est du texte. Ouais, voilà. C'est vachement espacé quand même. Hein, ouais. Donc, ouais, il y a... peut-être en taille de police, Ouais, c'est ça, 80. 80, 85. Donc, ils sont Guillaume et Mathieu sont les bienvenus aussi à ce micro. S'ils veulent, on les invitera pour le tome 3. Nous détailler un peu le rythme, mais je pense que c'est un peu soutenu, ouais. Donc c'est sorti. Je voulais rebondir un peu parce que dans le podcast en janvier, j'avais parlé je regarde toujours les séries de Sentai qui sortent en ce moment. On a eu 50 saisons de Sentai pendant 50 ans. Chaque année, il y a une saison de nouveaux héros qui sont sortis. Ça a été décliné sous pas mal de formes côté Power Rangers. En 2026, ça s'est arrêté. C'est devenu... ils ont rebooté le personnage. Ils ont relancé une vieille franchise qui s'appelait Xor dans les années 80. Ça a donné un nouveau personnage qui s'appelle Gavan Infinity et on a appris avec un peu par surprise que cette saison allait se terminer en juillet et que ça allait démarrer vers une nouvelle série qui a été annoncée il y a quelques heures quasiment avant cet enregistrement. Donc la nouvelle série qui va donc un épisode par semaine au Japon tous les dimanches, ça va s'appeler Omega Horn et il sera plus question de plein de héros de couleurs, mais d'un seul gars en rouge qui aura une particularité, c'est qu'il a un mégaphone et à travers son mégaphone, il peut invoquer des kaiju. C'est Michael Youn. Et du coup, ils sont en train de dévoiler petit à petit le truc et ils sortent un bestiaire à la Pokémon où il va y avoir des bestioles géantes pendant 25 C'est un épisodes. camoulox. Je comprends plus rien à ce qu'il dit, mais j'aime bien. Ça me mais il fait est passionné. beaucoup. Hein. Mais c'est pas grave. Petite étincelle dans l'œil et tout. Les deux auditeurs qui savent de quoi je parle, Mais moi, je suis savent fan. de quoi je parle. Moi, je trouve ça géant. Des gens passionnés. Moi, je trouve ça géant. Je me régale. Ouais. Donc ouais, on mais sait à quoi tu vas passer tes dimanches matins à partir de mi-juillet. Tous les dimanches matins, depuis début N'appelez ma janvier, barque, je il ne regarde répond pas. Gavan Infinity religieusement. Et il faut pas me faire chier. Hein. Et tu passes la meilleure année de ta vie. Il faut pas me faire chier. Il faut pas me téléphoner ou m'envoyer des WhatsApp pendant que je regarde. Non, c'est marrant. Très bien. Très bien. Ouais. Moi, je cuve. Tu vois, chacun ses Lui aussi, passions. mais ça rend pas compte. Après, tu Ah, peux mais cuver c'est devant des robots je pense que géants. c'est- je pense que franchement, c'est un super remède contre la Ah, gueule de mais bois. vachement bien. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Tu comprends rien à ce qui se passe. Il y a des mecs en costume, t'es content. Incroyable. On a parlé. Je sais plus enchaîner. T'avais là. On a parlé de Jim Quinn tout à l'heure, des hommes qui vont à la salle. Toi, Alexandre, Dire tu les vas- hommes qui aiment les hommes. Oui, c'est... Alors, En costume. non, des hommes qui vont à la salle, parce que je sais qu'Alexandre va à la salle. Alors, je suis juste pour courir sur tapis. Et je donc ça- sais que Voilà. en allant à la salle, tu regardes des petites séries. Alors, je regarde des petites séries. Effectivement, je regarde des séries à la salle. Et du coup, je Attends, tiens, me dis pas que t'as vu ça. quelle là, série tu regardes en ce je moment tiens à préciser que Widow's Bay, je ne l'ai pas vu en Ah, courant. merci. Je l'ai vu sur mon vidéo proche, sur mon écran. J'ai pas la péter non parce plus, que, mais voilà, ok, ouais. j'avais quand même envie de voir ça bien. Tu veux nous parler donc de Widow's De Bay. Widow's Bay. Alors, est-ce que vous aimez X-Files? Non. Oui, pas de problème. J'adore X-Files. Les Contes de la Crypte aussi. Vous aimez The Office, globalement. Oui. Vous êtes foutu de ma gueule parce qu'il y avait des références très années 90, bah oui, 2000, non, mais c'est là on clair. est quand même dedans. on est dans le même pédigré, On est toi. d'accord, Ah, on est ouais. d'accord. Alors, ok, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu globalement le pitch de Widow's Bay. Donc, c'est la série qui fait événement en ce moment sur Apple TV, qui a toujours des excellentes séries et qui ne sait toujours pas les marketer. Et qui vient de se terminer mercredi et qui est déjà renouvelée pour une saison 2. Donc, le pitch, il est hyper simple. C'est Tom Loftis, qui est le maire de Widow's Bay, qui est donc une petite île au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Et il a une ambition, c'est de faire son bled paumé. Globalement, c'est pas une île, c'est une île portuaire pas très intéressante. Il va en faire une destination touristique un peu à la Martha's Vineyard.
Marc, tu peux attester parce que t'as déjà été là-bas. Martha's Vineyard, c'est une île au large de Boston et c'est chicos quoi. Voilà. Les présidents américains vont jouer au golf là-bas, ce genre de choses. Donc ouais, c'est. Vous avez une Haut de comparaison gamme. française L'île de Ré. Deauville. Ouais, Deauville, ouais. ouais. C'est pas une île. Deauville, L'île de Ré, pardon. Deauville, L'île de Ré. ouais, l'île de Ré, L'île de ouais. Ré. Ouais, j'ai jamais été, mais je suppose. L'île de Ré, c'est encore un peu en dessous, ouais. Et mais il a 2 problèmes. Alors le premier problème, bon, qui est surmontable, c'est qu'il est quand même, ce maire est quand même entouré d'une équipe de bras cassés. Et le deuxième problème, qui est un peu plus compliqué, c'est que l'île serait soi-disant maudite. Mais lui, évidemment, il n'y croit pas du tout. C'est une personne qui est très terre à terre et qui se dit allez, c'est bon. Premier épisode, il y a un mec du New York Times qui arrive et qui vient pour faire une interview du maire en disant allez, c'est cette île là dont je suis le maire, c'est le nouveau Martha's Vineyard. Sachant qu'il attend la venue de ce mec depuis des années. Exactement. Et c'est le moment où il vient enfin. Voilà. Et il se dit voilà, c'est bon, j'y vais, je donne tout, il faut absolument que j'aille. Il va quand même bien falloir qu'ils finissent par croire que effectivement il se passe des trucs un peu chelous dans cette île. Entre des brouillards, on a quand même des harpies, des maisons hantées, des clowns, des pactes avec Satan. Mais genre tu les vois, genre tu vois, tu. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant dans la série, c'est tu te dis parce que t'es vraiment sur le point de vue du maire. 90% du temps. Ok. Et tu te dis, en fait, moi j'ai eu le même maire qui ne veut pas croire, donc c'est Le même intéressant. qui- C'est le ouais, point de c'est vue. un vrai Voilà, cartésien c'est qui ça. se retrouve face C'est à ça. Ça m'a vachement fait penser à X-Files sur ce côté-là, sur Ok. le côté Scully, où elle trouve. Où toi, en tant que spectateur, vu que tu vas t'identifier à lui, tu vas essayer de trouver des explications rationnelles, sauf qu'au bout d'un moment. Scully, qui, rappelons-le, a eu la Queer Palm cette année. C'est vrai, exactement. En 2026, donc je l'aime moins. Ah oui, Je plaisante. On adore Scully. t'as vu le film ou pas Non, Qui a pas eu la encore. coupe, Non, j'aimerais bien le voir. Non, c'était une blague, c'était une vanne. Donc, c'est un programme sympa pour une destination de vacances, je pense. A priori, plutôt animé. Et au-delà de ça, bien sûr, la série va plus loin, puisque c'est des petits morceaux horrifiques qui sont mélangés assez intelligemment avec la comédie de bureau. On va surtout suivre le personnage principal qui est incarné brillamment par Matthew Rice, que vous avez peut-être dû voir dans The Americans. The Americans. Mhm. Exactement, merci. Et, On aurait dû buzzer. C'est un quiz en permanence. et qui est vraiment confronté par ses croyances. Donc c'est vraiment ce côté-là où moi je me suis dit, ok, on est un peu dans X-Files. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai trouvé très agréable dans la série. C'est que, alors évidemment, il y a une histoire globale avec, on va dire, des épisodes entre guillemets, donc je reprends le terme d'X-Files, mais mythologiques, où ils vont reprendre la trame de l'histoire, mais il va y aussi avoir des épisodes un peu plus fillers, où on va pouvoir presque les regarder dans le désordre, et où on va pouvoir suivre ces petits pop-up de côté horreur, juste sympa à Parce qu'il regarder y a et à se faire un petit peu peur, quoi. Il y a un aspect un peu anthologie. Ouais, voilà. Chaque épisode le confronte à un truc différent. Ce qui aussi a un côté un petit peu relou en se disant bon, c'est bon, ça fait la 3e truc bizarre qui t'arrive sur l'île, mec, comprends qu'il se passe un truc un peu chelou, quoi. Mais du coup, c'est quoi parce que c'est ce qui a l'air hyper intéressant, c'est quoi le ton? Parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois de l'humour. C'est un mélange. J'adore. C'est un mélange entre horreur, parfois. Il y a un épisode, le 2e épisode avec un clown qui, moi, m'a assez bien fait flipper, avec des petits jumpscares et tout. Ah oui, donc quand c'est flippant, c'est flippant. Ouais, c'est Ouais, quand ça même. marche Hein. bien, ouais. Et en même temps, t'as donc ce maire qui est omnibulé par le fait de vouloir faire une île hyper classe, qui est quand même une île éclatée, Ok. Et puis ils n'ont Et, pas de thunes. qui ont pas de thunes et c'est qui, franchement, rural à ouais, l'extrême. et entouré d'une équipe de cassos, quoi. Franchement, il a son assistante qui est complètement allumée, perchée, où tu te dis mais elle est complètement folle. Il y a, il bosse avec des vieux qui devraient être à la retraite, des trucs comme ça. Et c'est vraiment un mix entre The Office et X-Files, quoi. C'est un Ok, mélange entre The j'adore. Office et X-Files. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce côté un peu anthologie, un peu fillers, où tu peux regarder un peu comme tu veux. Et j'étais hyper content d'attendre mon petit mercredi et un peu à l'ancienne, quoi. Tu les as Un matés en peu- diff. ouais. Ok. Bah, du coup maintenant tout est sorti, donc Ouais. toi, tu peux tout binger. Moi j'ai maté dès le premier épisode et j'étais hyper content de mater ce petit truc un peu à l'ancienne où je me dis allez, c'est mon mercredi, je vais mater ma série. Ouais, j'ai adoré regarder. Moi j'ai trouvé que ça aurait presque eu sa place dans la trilogie du samedi du M6, quoi.
C'est vraiment ce côté-là. On reste sur les rêves 90. Ouais, exactement. Après, tu parleras de Sexy Zap aussi ou pose la question. Et voilà, la série cartonne en ce moment. Il y a de fortes chances que Matthew Rice soit nommé aux Emmy pour son rôle. En tout cas, il est grand favori. Voilà. Il l'a déjà eu ou pas? Je me pose la question. Non. Pourtant, il a fait des bêtes de trucs. Hein. Ouais, bah, c'est un bon acteur. Même pour The Americans et tout, non, il l'a pas eu. Mais du coup, moi, j'ai une question brûlante. On s'abonne à Apple TV? Ah, moi, j'adore leur série. Parce que moi, en ce moment, alors attends, je veux me griller avec personne, mais je trouve que Netflix, au niveau de production, en ce moment, m'excite un peu moins. Moi, ça fait presque un an que j'ai rien regardé sur Netflix. Netflix. T'as vu comment je fais des euphémismes. Ouais. Mais vraiment, je suis en mode, dis donc. Mais Netflix, c'est des salauds, il faut fouiller. Oui, alors bien, mais ils les mettent pas en avant. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Tu tombes sur des trucs et tu fais putain, ils ont ça. Mon pote m'a dit, mais alors à ce moment-là, je sais pas, mettez une option, enfin régler. Non, en fait, Netflix, le problème, c'est l'algorithme qui est vraiment un truc de bâtard. Ah ouais, parce que alors, fait, moi, mon fils regarde La Patte Patrouille en ce moment sur Netflix. Oui, et du coup, voilà. J'avoue, j'ai regardé. Justement, c'est La Patte Patrouille. Non, j'ai regardé pas mal de conneries justement en gueule de bois, donc tu commences à foutre un truc, c'est un peu genre Selling Sunset et machin. Voilà, et donc du coup ça biaise un peu mon algorithme, mais de temps en temps il y a quand même mon esprit cinéphile qui réémerge. J'étais en mode du coup, et c'est où les bons trucs? Apple, mais alors que Apple TV, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont l'air t'as ça, t'as Margot a des problèmes d'argent qui est absolument génial sur Apple TV. Avec Elle Fanning qui a un enfant et qui en fait pour subvenir à ses besoins décide de se lancer sur OnlyFans, et en fait c'est un regard hyper presque bienveillant sur toutes ces communautés là qui est vachement intéressante comparé à Euphoria justement, où la saison 3 ouais, qui est complètement nulle et conne sur le côté OnlyFans. T'as For All Mankind, t'as plein de séries. Là, je suis en train de En fait, Apple, leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas de fonds de catalogue. C'est que leur production à eux. Donc, ils sont obligés d'être bons, en fait. Vu qu'ils achètent rien, ils font que produire. Tout ce qui sort, quand même assez qualitatif, même si moi, il y a des choses qui m'intéressent moins. Oui, bien sûr. Mais abonne-toi à Apple. Franchement, c'est la plateforme où je regarde le plus de trucs. Avec le code Happy Hour. Moins 10%. Donc voilà, abonne-toi à Apple, abonnez-vous à Apple, parce que Windows Bay, c'est vachement bien. Ouais, sur Windows Bay, il y a une rêve que t'as pas senti, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est Twin Peaks. J'ai pas vu Twin Peaks, donc du coup. Comme dans Twin Peaks, t'as ce côté en fait. Tu vois, mais moi, mais regarde Twin Peaks. Alors, tout est pas bon. Twin Peaks, c'est un peu trop long et machin, mais Twin Peaks, c'est quand même quelque chose. Et il y a vraiment ce côté comme dans Twin Peaks où en fait c'est une bourgade américaine qui a l'air d'être vraiment le truc le plus banal de la planète, et où chaque lieu, chaque personnage, chaque truc est un peu chelou dans sa normalité, dans sa banalité. Et lui, il va un peu gratter. En plus, c'est vraiment un personnage cartésien qui se tape face au folklore et qui y croit pas du tout, et qui petit à petit en fait va commencer à faire vriller un petit peu. Va commencer vraiment à tomber 1 degré par 1 degré et à montrer en fait le côté extraordinaire qui est caché dans les trucs les plus communs et banals. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans Windows Bay, c'est qu'à chaque fois ça parle d'une connerie. Et moi, j'en ai vu 3, mais du coup, j'ai vu 2 fois des épisodes où ils se retrouvent confrontés face à un récit folklorique. Et ce qui est malin, c'est comment ils arrivent à implanter ces récits-là. Donc, c'est des légendes, c'est des mythes, tout ça, dans un décor qui est tout à fait banal. Et notamment l'épisode de la harpie, avec la meuf qui vient le draguer, où lui, il sait plus qui croire, etc. Enfin, c'est toujours des petits trucs comme ça qui ont l'air de rien, et où ils arrivent à tirer le fil et à révéler, en fait, un truc un peu spectaculaire, mais qui est en plus filmé avec un côté très frontal. On l'a pas dit, en fait, le réal de la série, c'est Hiro Murai, qui a notamment bossé sur Barry et sur Atlanta. Ouais. Quand même 2 putains de séries. Il y a un acteur de Barry d'ailleurs. Et il y a le boss de Barry dans la série qui joue le vieux garde. Le vieux un peu fou. Le vieux fou qui lui dit attention, il va se passer des trucs. Et en fait, Hiro Murai, il a un style de réal qui est assez génial. C'est qu'en apparence, c'est con comme la lune. C'est très posé, c'est très frontal, sauf que c'est très composé. Et il y a vraiment ce truc de. Ça fait peur alors que tu vois tout arriver à 3 km. Et en fait, c'est pas un mec qui va te faire des jumpscares débiles avec un truc qui te saute à la gueule à l'écran, etc. Tu vois chaque chose arriver, mais vraiment de loin, en disant oh putain, il y a ça qui arrive. Et pouf. En même temps, ça marche. Et en fait, c'est ça qui rend le truc terrifiant, c'est que le gars te cache finalement rien. Et mais en fait, ça va avec ce que la série veut raconter sur, encore une fois, un esprit cartésien qui se confronte face au folklore et qui, en fait, le folklore contamine le banal. Et ça crée un espèce de mélange qui est hyper intéressant, parce qu'on l'a dit, en fait, on est à un espèce de carrefour entre l'horreur qui est savamment distillée et qui vraiment met du temps à venir, et quand elle vient, elle est là, mais elle est là de façon très ponctuelle, et c'est assez rapide. Donc si vous n'êtes pas hyper friand d'horreur, c'est quand même, je pense, une série que vous pouvez regarder.
et un humour qui est complètement chez père et en même temps moi, je trouve génial parce que c'est pareil, c'est fait par petites touches et il y a des trucs débiles, notamment dans l'épisode de l'Harpie, il y a un truc avec un fauteuil avec une manivelle. Ah oui. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu récemment. Et il y a vraiment, en fait, bon, je le dis de façon cryptique, vous comprendrez en regardant la scène. Fauteuil, manivelle, voilà, j'en dis pas plus. Et en fait, il y a un truc de Il y a comment. plein de choses qui nous arrivent à l'esprit. Bah oui, et du coup, vous êtes obligé de regarder pour vous évacuer les images les plus folles. Mais en fait, il y a une façon avec laquelle tu fais vriller le fantastique dans un truc tout à fait banal. Et en fait, comment un mec qui ne croit à rien et qui est hyper prosaïque et cartésien se dit bah non, mais en fait, c'est les tuyaux qui grincent, machin. Enfin, bref. Et donc, non, c'est un mélange hyper bizarre, mais ça marche super bien. Ça fonctionne vachement, ouais. Et ça pourrait, en fait, c'est marrant, c'est que c'est vraiment ça pourrait être la série de petits malins, mais il y a une espèce de générosité, il y a les acteurs sont tous au cordeau, Ouais. et il y a une réal qui a l'air de rien, mais en fait qui est super maligne et qui fait que ça marche très bien, quoi. Je sais pas si vous le vendez vachement bien ou c'est juste absolument génial, mais ça donne espère les deux. trop ouais, grave, trop envie de le. En plus, ça dure que 35 minutes par épisode, et ça, ok, c'est quand même vachement ouais. bien. Ouais, c'est vrai que c'est bien ça. Et Marc, il a trouvé ça méga chiant. Marc mais a il trouvé va ça le dire. chiant. Ah, t'as pas aimé d'accord. Allez, on se bat. D'accord, c'est tempéré. C'est pas exactement ça. Déjà, effectivement, vous le vendez très bien et vous m'avez donné envie de continuer. J'ai vu que 4 épisodes et en fait, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais pas à ce côté anthologie où chaque épisode c'est un monstre différent avec une légende différente. Et Là, on n'est plus habitué en fait à ça. on n'est finalement, plus presque. habitué. Et moi, je m'attends. Alors déjà, tu m'as vendu un truc horrifique et moi, ça m'a pas fait peur une seule Ah, seconde quand du même. tout. Le clown Petit épisode dans l'hôtel, zéro. j'étais pas serein. Moi. Que dalle. Ouais. Que dalle. Et en fait, moi, je fais, mais en fait, je suis en train de regarder une comédie. Déjà, ça m'a un peu surpris parce Alors, que c'est sachant pas... qu'à la base, ça a été conçu comme une comédie, et là, apparemment, l'horreur est arrivée plus tard. Ok. Tu vois. Et donc, je m'attendais pas à toutes ces choses et, C'est Larry, le fait et je pourquoi m'attendais j'attends. surtout à un truc un peu plus classique. Voilà, un mer, une île, un mystère, des épisodes les qui dents de la mer, suivent. quoi. Agatha Christie, ouais. Tu vois, un truc qui est résolu à la fin. Et je me rends compte que c'est pas ça. Donc, d'accord, dont acte, je vais continuer. Mais voilà, c'est pas... J'ai pas détesté, c'est juste que je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment du liant dans le truc. Il y en a pas trop, en tout cas pas dans les 4 premiers épisodes que j'ai vus. Et voilà, il me manquait peut-être quelque chose, mais c'est ma perception plus que la série elle-même. Donc pour toi, c'est pas flippant du tout. Ah, moi, ça m'a pas Toi, fait c'est peur une humour. seule seconde. Mais Mais après, ça te fait flipper un peu. Enfin, t'étais un peu. Un peu, mais c'est très. Oui, c'est très contrebalancé avec l'humour. C'est toujours 2 minutes par épisode, quoi. Ouais. Enfin, Oui, c'est pas. vous attendez pas à un festival de scènes angoissantes et de jumpscares, c'est pas ça du tout. Mais alors déjà de pas avoir de jumpscare, c'est déjà un tour de force C'est quand une tu preuve veux pas. d'intelligence, Ouais, mais- parce que ouais. c'est vraiment moi qui adore les films d'horreur et les films de genre en règle générale. Enfin c'est genre ça tue tout quoi. Ouais. Le truc qui est construit que sur les jumpscares. Alors forcément ça marche. Tu dis ouais, bah, super. Oui moi aussi je peux te faire boue à côté Et du. faire péter les tympans. Et Ouais tout. voilà. Donc de pas avoir ça c'est déjà vachement bien. puisque tu as le micro, Je vais Donc, chanter. regarde Windows B. ouais. Mais non mais je vais trop Tu le vas, regarder. tu vas Mais repartir attendez, avec il une va chanter d'abord. Tu Moi, vas ça m'intéresse. repartir avec une petite liste. Je vais te laisser la parole. Simon, tu voulais nous parler d'un artiste, il ou elle? Il. Il. Ouais. Tu voulais nous parler d'un artiste, du coup, Lou Trottignon, Oui. qui a fait un spectacle qui s'appelait Mérou, Oui. qui vient de se terminer à la Scala à Paris. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah, il m'a bouleversé. Je l'ai trouvé brillantissime. Moi, je suis pas je suis pas bon public pour les spectacles humoristiques, one man show, one woman show. Vraiment, je leur marque. Hélas, je vais de temps en temps les voir et je rigole pas beaucoup. C'est le mec qui ne rigole pas. Non, ça. mais et je m'en veux à chaque fois parce que j'y vais pas tout seul et que je vois mes potes rire et je suis toujours un peu, je sais pas, je suis aigri, enfin je comprends pas. Et alors ça m'arrive quand même, mais je suis un peu difficile. Après l'humour c'est très personnel et de un là j'étais vraiment mais mort de rire, vraiment mort de rire. Et j'ai appris plein de trucs, c'est-à-dire qu'effectivement Lou Trottignon fait son sketch sur la transidentité. C'est un spectacle sur la transidentité. Ouais, Ok. ouais, sur son parcours de personne transgenre et alors ce qui est déjà brillant, c'est qu'il met tout de suite à l'aise sur le fait de pas savoir et de se poser des questions et je pense que je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais que même ta question initiale, je sais pas si il en prendrait ombrage et il le dit, tu vois, dans
dans son début de spectacle, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de comprendre tout de suite, savoir tout de suite, et puis aussi la façon dont tu vas envisager les gens est peut-être différente de la façon dont ils se présentent et se définissent. Moi, je suis assez sensible à la question transgenre parce que j'ai eu la chance, et je parle bien de chance, de rencontrer une personne transgenre, il y a une amie, il y a une dizaine d'années, qui m'a vraiment éduqué parce que j'y connaissais rien et avec qui j'ai pu parler intimement. Et malgré ça, en pensant être assez éduqué à la question et sensible, j'ai quand même appris plein de trucs pendant le spectacle de L'Autre Tignon. Et puis c'est drôle, c'est fin, non vraiment je me suis pris une grosse claque dans la tronche et c'était un vrai moment de partage. J'avais envie de lui faire des bisous à la fin du spectacle et je lui ai écrit d'ailleurs sur Insta en espérant qu'il me réponde un jour parce que vraiment. Il t'a répondu ou pas? Non, mais alors je pense pour commencer à vivre ça, et pourtant moi j'ai un minuscule compte, hein, vraiment j'ai un minuscule compte Insta, mais effectivement avec la promo, des gens vous contactent naturellement, et t'as envie, ne serait-ce que pour dire j'ai bien aimé, et donc t'as envie en tant que personne normale de dire merci, c'est cool, ça me touche, ou mais donc, quand j'imagine à mon tout petit ratio, déjà le nombre de messages auxquels je dois répondre, sachant que L'Autre Tignon doit avoir, je sais pas, 100 fois, je sais pas, je pense que c'est impossible. Donc, premier truc. Et ensuite, je me dis aussi, autre réflexion, que quand on défend des causes comme la sienne avec un spectacle comme le sien, on doit aussi avoir, pour le coup, des torrents de haine et que forcément, on a peut-être aussi mis en place des systèmes où on ne reçoit pas les messages. Ou alors juste il m'a pas répondu, et dans ces cas-là je suis très vexé. Il a vu Jim Queen, il s'est dit putain c'est quoi ce film de merde. C'est quoi? Mais peut-être, mais je serais, non vraiment ça m'a, et puis ça m'apprend aussi un truc en tant que personne qui crée et qui écrit, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place pour Jim Queen et que je compte mettre en place pour le reste, mais c'est le plus dur à faire. C'est d'être honnête, et c'est de se foutre à poil. Et L'Autre Tignon, il se fout à poil dans son spectacle, et il surfe toujours entre ce côté très drôle et ce côté très touchant. Et on vient de me montrer de parler bien dans le micro, mais ce qui est assez drôle, c'est que juste il y a un doigt qui se tend, et donc je me mets automatiquement. Il y a un petit côté chien-chien, et donc j'ai fait et j'ai été très obéissant. C'est le petit côté. C'est le petit côté cochon. J'avais pensé à autre chose, mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'était. Moi, j'ai été ému pendant ce spectacle aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup ri, et au bout d'un moment, il est d'une telle honnêteté que c'est méga touchant. Donc ouais, un énorme coup de cœur. On peut pas dire allez voir son spectacle parce qu'effectivement il se termine, mais plutôt suivez L'Autre Tignon parce que c'est une pépite. Ouais, on va mettre le lien vers son Insta et ses réseaux sociaux pour que les gens puissent suivre son actualité. Et puis de toute façon, c'est un humoriste, donc ils ont toujours des choses à proposer. Si le spectacle n'est pas prolongé, il y en aura peut-être un suivant. Enfin, il y a une captation, il y aura des choses. Donc, on mettra les liens pour que vous puissiez. Je vais arriver à finir cette phrase. Ouais, petite AVC en fin d'épisode, c'est parti. 40 degrés après 3 IPA. Et 3 IPA, ça commence. Moi, j'en ai eu que 2. Attends, elle est on va t'en donner une troisième. Il y a largement ce qu'il faut. On va t'en donner une troisième, d'autant que Jean-Victor va nous parler de musique pour finir. Ça te laisse le temps de boire une bière tranquillement. Attends, je fais les petites. Attention, la petite tradition. Hop là. Il a éclaté la bouteille. C'est bon. Ça est dur. On peut parler de Boards of Canada. Ouais, tout à fait, parce qu'en ce moment, comme tu l'as dit au début de l'épisode, il fait très chaud. Pourquoi il fait très chaud? Parce que réchauffement climatique, parce que le monde va mal, parce que apocalypse. Du coup, je vais finir dans la bonne humeur et je vais vous parler d'un album qui s'appelle Inferno, l'enfer, tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Boards of Canada? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je peux te dire que je suis quand même un sacré spécialiste puisque je l'ai écouté l'album dans le métro pour venir. Il a fait une expérience intéressante. Donc je suis quand même fan depuis maintenant presque 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. T'as plané un peu?
Mais j'ai bien aimé. Ah. Alors c'est pas, on n'est pas dans un truc très joyeux. Ah non, pas du tout. Voilà, mais t'as vraiment. pas aimé. Ah, j'ai grave kiffé, ouais. Ah. Ouais, vraiment. Bands of Canada, vous ne connaissez pas, et pourtant c'est un groupe super important puisque c'est un groupe écossais. À la base, c'est deux frères qui ont le même nom de famille, qui s'appellent Michael Sandison et Marcus Eon. Et en fait, ils ont commencé. Rien à voir avec le Canada du coup. Non. Ok. Non, mais visiblement, ils ont fantasmé le Canada. À la base, c'est deux frères qui, dans les années 80, oula, mon micro se débranche. C'est deux frères qui, dans les années 80, en fait, bidouillaient tout ce qu'ils trouvaient, des magnétoscopes, des synthétiseurs, tout ce qui était électronique et qui produisait un son. Et ils ont commencé à se faire un petit nom jusqu'à un premier album qui s'appelait Music Has the Right to Children. Et ça a été un énorme impact, enfin, ça a eu un énorme impact sur le monde de l'électronique, parce que Bands of Canada, pour les résumer assez simplement, c'est un groupe d'électro. Mais alors, c'est compliqué de leur mettre une étiquette parce que leur son part dans absolument tous les sens. Et moi, j'ai pas réussi. C'est une question que j'allais te poser. Je me dis, mais quel type de musique c'est? Bah, j'ai toujours pas la réponse. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la vibe électro. C'est de l'électro. Alors, on peut citer des étiquettes. On peut dire que c'est de l'ambiance, que c'est de l'expérimental, que c'est du trip-hop, que c'est de l'intelligent dance music, que c'est du down-tempo. Il y a de la folk, il y a un peu de rock. Enfin, ça part dans tous les sens, mais c'est pour ça que c'est absolument génial. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque album, c'est le fruit d'années de travail. C'est des mecs qui sont capables de passer 4-5 années juste à bosser sur un album parce que justement, chaque album et chaque morceau est une espèce de labyrinthe de sons improbable qui part dans tous les sens, mais qui est en même temps extrêmement travaillé et extrêmement cohérent. À la base, ils ont été connus parce que justement, ils jouaient sur des sons analogiques, sur des trucs qui un peu glitchés, qui bug dans tous les sens. Et il y avait une vraie vibe en fait nostalgique. Il y avait en fait une vraie mélancolie qui sortait de leur musique. Et au fur et à mesure des albums, ils ont travaillé ce truc-là et ils l'ont un peu densifié. Ils ont rajouté un peu des guitares, ils ont rajouté des voix, notamment pour ce dernier album. Et en fait, à chaque fois, il y a quand même une thématique qui ressort. Il y a toujours la question de la mémoire et du souvenir qui était présente dès les premiers albums, notamment le premier où il y a beaucoup de voix d'enfants un peu éthériques qui se perdent dans des sons électro et c'est une espèce d'évocation de l'enfance et de tout ce qu'on peut y projeter. Et leur dernier album qui datait de 2013, c'était en fait une espèce d'évocation de l'effondrement climatique. Je vous ai dit que ça allait être fun. Et d'un monde futuriste en transition. Et ben Inferno, je crois que le nom dit tout. En fait, comme beaucoup de gens, ils sont sûrement climato-dépressifs. Oui, c'est ça. Sceptiques, rien à voir. En tout cas, ils savent qu'on est mal barré. Et pourtant, ils sont en Écosse. Pourtant, il fait frais chez eux. On pourrait se dire, ça va pour eux. Salaud. Ouais, donc c'est vraiment c'est ça. S'ils habitaient à Paris plutôt. Ouais. Et donc, en fait, cet album-là, en fait, est pétri, comme à chaque fois, de thématiques. Notamment, le deuxième morceau s'appelle Prophecy at, je vais le faire en français, 1420 Hz. En fait, c'est la fréquence de l'hydrogène en astronomie. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont vraiment une idée, c'est que la musique évoque plein de choses, et que notamment, là, on va parler notamment de cosmologie et de la place de l'humain dans l'univers, tout ça au travers de sons, évidemment. Et en fait, cet album-là est peut-être le plus parlant de tous, parce qu'il y a beaucoup de voix qui sont utilisées, il y a notamment des prêches un petit peu étranges, il y a notamment un morceau où il y a un mode d'emploi de comment tu fais une naissance, avec une voix hyper clinique, hyper froide, et il y a vraiment cette idée de creuser différentes thématiques. Il y a notamment un morceau qui s'appelle The Word Become Flesh, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, où il y a encore un autre morceau qui s'appelle Naraka, c'est en fait le nom de l'enfer selon les bouddhistes. Donc tout ça évoque quelque chose, et il y a notamment des prêches dans le morceau de Naraka. Et en fait, il y a cette idée de convoquer un espèce de futur dans lequel on n'est pas encore, mais dont on entendrait déjà le signal, comme si on avait branché la radio sur le futur et qu'on entendrait le signal du futur, mais dès aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en fait, la musique de Bands of Canada, c'est une musique qui est faite par deux espèces d'énormes cerveaux, hyper, je pense, intellectuels, et qui ont 1 milliard de références. Mais je peux vous balancer tous ces refs-là, et en fin de compte, quand vous écoutez Bands of Canada, c'est pas grave, parce que ces refs-là, vous allez les ressentir. C'est une musique qui est hyper bizarre, c'est une musique hyper cryptique, qui est très étrange, que on l'a dit, aux frontières de plein de genres différents. Mais en fait, c'est un événement, parce que déjà, ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Et parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un putain de voyage. C'est vraiment des albums, moi, que je recommande d'écouter d'une traite, limite en faisant le moins de choses possible, parce que vous allez passer par plein de phases différentes. Littéralement, l'album en fait s'ouvre sur une espèce de truc un peu cérémonial, en mode attention, là, ça commence. Qui est vachement bien. L'intro est super bien. Ouais, moi, en fait, ça donne le ton, quoi. C'est ce qui m'a attrapé tout de suite, où j'étais en mode bon. Oh, dis donc, on m'interpelle. Non, mais vraiment, dans le métro, pourtant, soit un canicule, donc c'était plutôt ouais. Mais je pense que l'état végétatif de la chaleur participe. Ah, peut-être, peut-être. Étonnamment, en fait, c'est aussi pour ça que je vais en parler, c'est que c'est un super album de canicule. Voilà, comme votre cerveau calcule plus grand chose,
balancez-lui des images par le son, ça marche très bien. Et en fait, ouais, c'est un album qui convoque plein de choses. Ça parle de science-fiction, de religion, de métaphysique, etc. Mais en fait, c'est un espèce de voyage hyper chelou avec une idée de plus l'album avance, évidemment, plus c'est sombre. Il y a une espèce de côté de descente aux enfers, mais qui termine mine de rien sur un final qui est assez joli où l'espoir renaît. Donc, est-ce qu'il faut interpréter ça comme l'humanité va s'en sortir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Bands of Canada, après 13 ans, est de retour. Tous leurs albums sont des espèces de masterpieces, de bizarreries sonores et d'ovnis total. Ils n'avaient rien sorti depuis 13 ans. Ça faisait ouais, et en plus, c'est des mecs qui ne tournent pas. C'est clair. C'est des mecs qui font pas de concerts, etc. Ils ont, parce que tu as parlé fin des années 80. Et en fait, le groupe s'est formé dans les années 80 et leur premier album, c'est 98. Donc c'est des mecs qui ont au moins 55 ballets bien tapés, si ce n'est plus. Quoi. Cool. Et parce qu'ils ont commencé très jeunes. Et toi, t'es méga fan. Pardon, je suis en train de couper. Moi, je les ai toujours suivis. En même temps, un album tous les 13 ans, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. Je crois que celui-là, c'est leur 5e album, si je dis pas de bêtises. Il y a eu 2-3 EP aussi. Et ouais, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est hyper ambivalent. C'est que c'est à la fois beau et hyper agressif. C'est à la fois super poétique et en même temps très cryptique. En fait, tout se confronte là-dedans. Il y a en fait dans ce travail, parce que c'est vraiment hyper travaillé, hyper composé. Il y a un nombre de strates sonores dans chaque morceau qui est délirante, et c'est vraiment des albums dans lesquels tu te replonges et tu découvres sans cesse des nouveaux bruits. Écoutez ça avec un putain de casque et vous allez voir, c'est incroyable. Mais en fait, mine de rien, t'as jamais la clé du truc, et c'est des albums dans lesquels j'adore me perdre et où j'aurais toujours 1 milliard de questions et peut-être pas toutes les réponses à la fin. Donc voilà, c'est déjà, ça faisait 13 ans qu'on les attendait. En fait, on ne pensait même pas qu'ils reviendraient, donc c'est déjà un événement en soi. Et en plus, l'album est absolument chambé et c'est une espèce d'odyssée sonore très étrange, très bizarre. Écoutez pas ça si ça va pas très bien, hein, on va se le cacher, c'est quand même assez dark, mais c'est du beau dark. Pas de concert. Non. Jamais. Ou je crois qu'ils ont fait 1 ou 2 dates dans leur vie, mais c'est pas du tout leur délire, quoi. C'est courant, ça, des artistes qui font pas des autres concerts ? C'est des gens qui n'ont pas des modèles financiers très câblés, quoi. Non, mais je trouve ça intéressant. Enfin, tu vois, c'est un choix artistique qui ouais, non, ils ont toujours joué la carte du mystère, du très cryptique. Notamment, les promotions d'albums sont toujours des enfers où t'as des mecs qui vraiment parcourent Internet, cherchent des symboles partout pour trouver un lien qui balance. Et ils font ça à chaque fois et c'est de plus en plus chelou à parcourir. Donc non, ils jouent la carte du mystère à fond. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc, c'est que les albums sont tellement des espèces de voyages sonores que, avec des thématiques proches, je pense qu'en fait, ça les fait chier de casser ça et d'essayer de réorchestrer ça en concert. Donc ils se sont limités à l'essentiel, quoi. Donc voilà, d'habitude, je vous dis, ouais, ça va passer en concert, ça va être super. Pas cette fois. Écoutez l'album parce qu'il y a que ça à faire. C'est pas mal déjà. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Et on mettra un extrait évidemment à la fin pour planer un petit peu. Et accompagner les gens dans le show. Ça va toi sinon ça en ce moment? Ouais, écoute, tranquille. Je survis à la chaleur. Ok. Dites-moi, c'est déjà la fin de ce 106e numéro de Happy Hour. On a toujours chaud, mais moi je suis très heureux d'avoir passé ces 2 heures avec vous. Merci Simon d'être passé nous voir. Eh ben merci à vous, c'était très agréable, la IPA est très bonne. Et merci pour Jim Queen. Allez voir Jim Queen en salle, en plus il y a la clim normalement, donc c'est une double raison pour y aller. Et à travers toi, on salue toutes les équipes de Bobby Pills. On leur fait des gros bisous. Ouais, on leur fait des gros bisous. Ouais. Merci Alexandre et Jean-Victor. Avec plaisir. Nous on se retrouve, je sais pas, cet été quelque part. Un jour peut-être, on essaye. On va essayer de retrouver bientôt. Merci à vous qui nous écoutez. Buvez de l'eau et n'oubliez pas, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oh, j'adore. Ciao. C'est bon.